très heureuse de vous retrouver pour ces 2h30 d'échanges, de partage et d'émotions avec vos témoignages au 39 21 où vous attendent Paul et Jeanne sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission et bien sûr vos messages également qui me parviennent par internet europe1.fr et par SMS au 7 39 21. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Donc, merci déjà de me prendre à l'antenne. Ah bah, je vous en prie. Paul et Jeanne m'ont dit que vous vouliez parler d'une rupture qui vous rend assez malheureux. C'est vrai. Ça date depuis mai dernier. Oui. Et donc depuis, j'étais pas très bien. Oui. Ensuite, j'ai remonté un petit peu la pente parce que j'ai repris l'école en septembre, donc ça me changeait les idées. Mais là, je retombe un petit peu dans cette pente. Vous retournez. Qu'est-ce qui se passe là depuis quelques semaines? Ça ne va pas bien à nouveau. Vous l'avez recroisée, cette jeune fille? Non, pas du tout. J'entends juste un petit peu des échos de droite à gauche. Ah. Mais, Vous étiez en cours ensemble, puisque vous me parlez non, pas du tout. Non, pas du tout. Et donc, vous êtes étudiant, hein? Oui, je suis encore étudiant. D'accord. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi, à peu près. Oui, 2 ans et demi. D'accord, donc vous avez 23 ans aujourd'hui, c'est ça? J'ai 23 ans, oui, c'est ça. Et donc, elle en a 20 aujourd'hui. Vous avez des amis communs, c'est pour ça aussi que vous avez des échos un peu d'elle? Pas du tout. On n'a pas d'amis communs. Elle ne partageait rien avec moi. Ah bon? Elle ne voulait rien partager. Non. Elle disait qu'elle n'aimait pas mes amis. Pour X raisons vraiment nulles. Donc, Et vous, ça ne vous a pas, vous n'avez pas rompu le lien avec vos amis pour autant? Non. Heureusement. J'ai essayé de garder ça, parce que j'ai des amis depuis la maternelle. J'ai mon meilleur copain, ça fait 22 ans que je le connais, donc. C'est génial. Oui. Bon, et il est là, il vous soutient, il vous remonte le moral en ce moment, j'imagine. Oui, bien sûr. Donc heureusement que vous l'avez pas lâché, pour cette fille. Ah non, non, ça c'est sûr que de toute façon, si j'étais resté avec elle, je pense qu'il m'aurait dit un petit peu que c'était pas une fille pour moi. Il s'appréciait pas, c'était réciproque. C'est pas qu'il l'appréciait pas, mais elle faisait pas d'efforts en rien. Ouais. C'est curieux déjà de zapper vos amis comme ça. Vous connaissiez les siens, vous? Non, je les côtoyais pas. Oui, donc c'était très cloisonné. Ce qui est rare à vos âges, en général, on mélange les groupes d'amis, J'ai essayé. C'est assez fluide. Elle n'avait pas vraiment d'amis. Pas du tout, donc pratiquement pas. Elle avait juste sa sœur, sa cousine, c'est tout ce qu'elle avait. Ah oui. Elle passait ses journées devant la télé, en fait. Elle ne sortait pas. Oula. Elle allait jamais en cours. Elle allait pas très bien. Elle faisait. Oui, ouais. Oui, c'est curieux quand même. Elle avait le même âge que vous, cette jeune... Non, pas du tout. Elle a 20 ans et moi j'en ai 23. D'accord. Oui, mais à 20 ans, passer ses journées chez elle à regarder la télé, c'est... Oui, après elle faisait un apprentissage, en fait, quand je l'ai connue. D'accord. Et donc on s'est côtoyés, etc. Et donc un jour, sa patronne m'a dit: tu l'as changée parce qu'elle va actuellement en cours, elle suit les cours, ses notes sont un petit peu en hausse. Donc moi j'ai essayé de la tirer vers le haut constamment, mais apparemment elle l'a pas suivi après. Ouais. Vous lui aviez fait du bien finalement. Vous lui aviez redonné un peu de peps, d'allant. Oui. C'est ça. Elle était plus motivée, elle était plus dynamique. Oui, mais une fois que le cycle était passé, elle a refait comme avant. Qu'est-ce qui vous avait plu chez elle alors? C'est difficile quand on est. C'est vrai que vous me parlez de rupture et je vous demande finalement de refaire les débuts. Ouais, c'est pas. Mais... Non, ça s'est fait comme ça. D'accord. On s'est côtoyés. Après. Et alors, pourquoi c'est-à-dire, c'est le fait d'avoir
entendu à nouveau parler d'elle, qui vous replonge un peu dans la nostalgie? Qu'est-ce que vous avez entendu d'ailleurs finalement? D'un ami en fait qui est policier. Oui. Il m'a dit donc qu'il l'avait croisé donc avec son. Non, vous pouvez le dire, il a enquêté en fait, c'est ça? Non, vous non, lui pas avez du demandé. tout. Non, je plaisante, Ludovic. Non. Et il l'a vu, il l'a vu avec son nouveau copain. Enfin, il pense que c'est son nouveau copain et quelques personnes encore avec. Et puis bon, il m'a dit clairement, c'est bien que tu ne sois plus avec. Alors j'ai pas vraiment compris. Il m'a dit, ce sont pas des gens très fréquentables, avec des peines de prison, des choses comme ça. Après, et donc, oui, enfin bon. Dans du trafic. Bon. Après. Je porte pas de jugement là-dessus. Bon, mais en même temps, il voulait peut-être, je sais pas quelles étaient ses motivations à cet ami, mais c'était une façon, vous voyant un peu, enfin malheureux de cette rupture, de vous dire que elle serait apparemment avec quelqu'un d'autre, et que c'était une façon pour vous de vous aider, de dire il faut tourner la page, quoi. Sans doute, je pense. Mais finalement, c'est jamais anodin quand on est dans cette période comme ça de deuil, d'une relation, de rupture, d'apprendre. Il vaut mieux ne rien savoir. Et même ceux de nos proches qui croient nous aider en donnant des informations peut-être telles que celle-là, en disant j'ai vu ton ex avec quelqu'un ou ça n'est. Enfin, sur le moment, en tout cas, ça remue le couteau dans la plaie, je trouve. Un petit peu, oui. Parce que pourtant, j'ai essayé de couper tout contact avec elle. Je veux dire, depuis, on va dire, les 15 premiers jours de la rupture. Après ça, j'ai plus de contact du tout. J'ai plus donné signe de vie, plus rien. Oui. Et donc, bon. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Il vaut mieux parce que. Elle vous a quitté comme ça ou vous sentiez que, enfin, ça vous est tombé dessus cette rupture? Ça m'est tombé dessus du jour au lendemain presque. Du jour au lendemain, le soir encore la veille, elle m'écrivait des beaux messages et le lendemain, quelqu'un m'a dit qu'elle l'a vue avec quelqu'un d'autre. Et effectivement, elle était avec quelqu'un d'autre. Ah, c'est encore quelqu'un m'a dit, c'est ça? Vous l'avez appris par un de vos proches? Oui, mais elle n'a pas vraiment nié. Enfin, elle a dit que c'était juste un ami, après que c'était un cousin, parce que bon, ils se sont quand même embrassés, donc. Oui. Et donc voilà. Oui, donc ça a été brutal pour vous. Oui. Elle avait rencontré quelqu'un, notre garçon. Et puis ça a duré depuis un moment, apparemment. Et puis bon, c'était pas le premier, apparemment, quand on était ensemble, c'était pas le seul, donc. Comment ça, c'était pas le seul? C'est-à-dire que. Ah, elle en avait d'autres apparemment. Pendant qu'elle sortait avec vous? Oui. En fait, dis donc, pour une jeune fille qui vous décrivait assez solitaire, assez réservée, qui passe ses journées devant la télé. Oui. Bon, après il faut se méfier, je dirais, il faut peut-être dans ce qu'on vous dit en prendre et en laisser. Moi je me méfie toujours des amis qui racontent comme ça des choses, je me demande toujours quelles sont leurs intentions. Sergio me dit d'ailleurs, est-ce que c'était vraiment un ami? Il aurait peut-être mieux fait de se taire, ce garçon. Bon, en même temps, c'était peut-être sa façon à lui de vous aider en disant, écoute, vraiment il faut que tu tournes la page parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Oui. Et c'est ce qu'il va falloir faire là. Mais c'est normal que ça vous fiche un petit coup de blues, en même temps, Ludovic. Vous me dites ce qui était quand même, c'était réconfortant pour vous de reprendre les cours, parce qu'il y a eu la période de l'été. Vous aviez peut-être des projets ou enfin vous envisagiez de vous voir. Bon, voilà. J'envisageais même de ne plus retourner en cours. Enfin, au début, en pensant que c'était ça qui l'éloignait de moi. Et donc. Alors là, ça aurait été une belle idiotie, hein. Oui, je sais bien, mais bon. Enfin, franchement, on n'arrête pas les cours, les études pour quelqu'un. Surtout, c'est pas parce qu'elle avait pas de projet, qu'elle passait ses journées devant la télé. Qu'est-ce que vous auriez fait tous les deux sur le canapé, la regarder la télé? Il y a quand même mieux à faire, non? Bien sûr, non, je suis complètement de votre avis. Je veux dire, mais bon, je veux dire, à cause de ça, mes résultats sont pas forcément toujours réjouissants là actuellement. Enfin, vous faites quoi là? Oui, ça peut arriver aussi. Vous êtes en quoi? En pharmacie. D'accord. Je fais, et donc il y a des hauts et des bas, quoi. Je veux dire. Mais ça va repartir. Il faut vous concentrer sur vos études. Vous savez, le travail, c'est un très bon dérivatif. Ça aide considérablement. Oui. Oui, vraiment.
Il faut se concentrer sur ce qui marche. C'est le fait de, il faut s'accrocher à. Et vous allez pas vous mettre en échec là sur toute la ligne. Parce que c'est pas un échec en plus. Une histoire d'amour qui c'est douloureux, mais c'est pas un échec. Vous vous rendez compte, vous avez 23 ans. Oui. Enfin, je veux dire, vous aimerez. Il y a d'autres jeunes femmes que vous allez aimer et qui vous aimeront. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas. C'est pas la fin du évident, monde. Non, c'est pas la fin du monde du tout. Mais en cours, je suis un petit peu rêveur, alors que je l'étais pas du tout. J'arrive pas à me resituer en fait. Eh ben, disons que là, c'est jusqu'à. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Je vois pas le but, l'objectif. Pourquoi avez-vous fait ces études au départ? Vous aviez envie de les faire? Oui, bien sûr. Oui, ça me passionnait. Donc. Vous voulez être pharmacien? Oui. D'accord. Bon, c'est un petit coup de mou, ça. Oui, c'est un petit coup de. C'est normal. Vous avez on peut un peu mettre un peu de temps à se remettre, mais il faut vous dire, allez, on termine là avec la fin de l'année. Là, vous arrêtez aussi de vous perdre là dans votre chagrin et vous allez démarrer une nouvelle année autrement, hein, en vous recentrant sur vos projets à vous. Cette fille, dans ce que vous me dites, de toute façon, ce que vos amis doivent vous dire d'ailleurs, elle appréciait pas vos amis. Vous partagiez pas grand-chose avec elle, semble-t-il, parce qu'elle était assez quand même repliée sur elle-même, peut-être pas très bien, hein, d'ailleurs. Mais finalement, je trouve que c'était, enfin, je veux dire, elle-même, elle semble avoir du mal, avoir des projets dans sa vie. Donc, il faut que vous ne perdiez pas de vue vos projets. D'accord. J'ai essayé de la ramener à quelque chose, à ce qu'elle, à faire des sorties ensemble, des choses comme ça. Mais quand elle le faisait, elle faisait toujours, elle tirait toujours la tête ou des choses comme ça. Oui, elle avait pas l'air très marrante, hein. Non, pas du tout. Ah non. J'ai pas du tout. Moi, j'aime bien faire la fête avec mes amis toujours. Le dernier Nouvel An, je ne l'ai pas fait et j'ai menti à mon meilleur copain en plus, alors que je ne lui ai jamais menti. Et bon, il m'a dit, j'ai su que tu m'as menti, mais. Bon, vous allez fêter le Nouvel An cette année. Cette année, je vais le fêter. Oui. Avec vos copains. L'année dernière, je l'ai pas fêté. Je suis resté chez elle. À 23h30, on était au lit. Oh là là, quelle déprime. Oui, clairement. Oui. Pas le fait de se mettre au lit à 23h30, mais je trouve, je sais pas si jeune je trouve mais peut-être parce qu'elle allait pas bien encore une fois, mais je trouve qu'elle c'était une relation un peu rabougrie là. Oui. Vous tirez plus vers le bas, je trouve, non? Oui, ça aussi un petit peu. Bon. Après, elle disait toujours. J'aime pas venir avec tes amis parce que vous êtes trop intelligent pour moi ou des choses comme ça. Alors, elle faisait un complexe. Elle faisait peut-être un complexe, d'accord. Oui, parce qu'elle était en apprentissage. Vous êtes étudiant. Il y avait peut-être, elle se sentait pas du même milieu, du même monde. Oui, mais et pourtant personne n'a jamais fait de remarques là-dessus. Pas du tout. Enfin, on essayait même de l'intégrer, à que ça aille bien. Elle était une fois une soirée avec nous, chez une amie, elle a fait un grand repas, cette amie, et elle a dit, est-ce que je peux faire la vaisselle parce que je me fais chier. Elle a clairement dit ça. Donc, et ensuite, elle s'est mise dehors, elle a attendu dehors jusqu'à ce que la soirée passe. Et nous, on était tous en train de... Oui, elle cassait volontairement, elle essayait de casser volontairement l'ambiance. Un petit peu. Oui, mais franchement, à long terme, ça aurait été très compliqué. Là, vous êtes c'est pas vous qui avez décidé. Elle du jour au lendemain, elle vous quitte. Vous apprenez qu'elle est avec quelqu'un d'autre. C'est jamais agréable. C'est une blessure. Mais franchement, dans ce que vous me dites, et vous le sentez certainement au fond, vous-même, vous n'aviez pas grand-chose en commun. Et déjà, le fait qu'elle n'aime pas ce que vous aimez. Vos amis, enfin ce qui fait votre vie, au bout d'un moment, vous, une fois passé les moments comme ça, agréables, où vous êtes avec elle, vous seriez peut-être senti un peu frustré, quoi. Je me sentais un petit peu frustré. C'est vrai que les derniers temps, juste avant la rupture,
j'étais beaucoup avec mes amis, parce que je me sentais bien à ce moment-là avec eux, donc je faisais beaucoup de sport avec eux tout le temps. Vous voyez, je pense il me fallait ça en fait. C'est ce que dit Feuille d'érable. Le travail et le sport sont de très bons dérivatifs. Courage, c'est qu'une mauvaise période a passé. Il faut regarder l'avenir là. C'est ce que dit Natacha. Bon, la vie amoureuse pour vous ne fait que commencer. C'était votre première histoire? Oui, vraiment sérieuse. Oui, sérieuse, oui. Bon, il y en aura d'autres. Rassurez-vous. Et Ludovic, non, il y a la cravate rouge qui dit il faut vous accrocher à vos études. Hein, on a besoin de pharmaciens. Et puis ça vous plaisait en plus, donc. Oui, ça me plaît. Ça vous plaisait, donc ça serait dommage. Vous n'allez pas saboter ça en plus. Vous êtes déjà malheureux. Vous n'allez pas saboter en plus vos études. Vous êtes malheureux. Et c'est normal, la rupture est récente, c'est une histoire qui a compté pour vous. C'est compréhensible que vous soyez malheureux. Mais pour autant, il faut, vous n'allez pas vous punir en plus, vous mettant en échec dans vos études. Parce qu'alors là, ça serait franchement idiot. C'est vrai. Il y a Sergio qui dit que c'est un peu la période des fêtes aussi, cette période de fin d'année qui est propice comme ça un peu à la nostalgie. Alors après, allez, vous vous accordez là jusqu'à la fin de l'année, le droit est un peu blueseux, et puis après, vous démarrez sur autre chose. D'accord. Vous vous reprenez en main, puis peut-être que la soirée du 31, vous allez tomber sous le charme d'une jeune femme. Qui sait? En espérant, oui, peut-être. C'est possible, bien sûr. C'est vrai. Après... Allez, bonne chance. Bonne chance, merci. Ludovic, et bonne fête. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci. Au revoir. Bonne fête à vous aussi, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Bonsoir Marie. Bonsoir. Je pourrais dire quelque chose un petit peu avant à propos de Ludovic. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez, ma chère Marie. J'aimerais bien avoir 23 ans, moi. Et surtout, il faut vraiment qu'il continue ses études. Ça vaut pas le coup. Il faut vraiment y aller. Moi, je m'en veux de pas avoir été jusqu'au bout et je suis en train de reprendre mes études, justement. En tout cas, c'est un projet. Faut aller jusqu'au bout, là. Oh oui, il faut s'accrocher à ce qui marche. Alors qu'il ait un petit coup de... C'est normal, il a la tête ailleurs, il le dit, il a du mal à se concentrer, il est un peu... C'est normal, c'est un petit passage à vide. Bien compréhensible, mais pour autant, il faut pas se laisser aller là dans cette voie-là, parce que surtout que c'était un projet qui lui tenait à cœur, donc il faut qu'il le maintienne. Je suis bien d'accord. Bon, je dis quelque chose. Oui, bien sûr, vous pouvez parler de vous maintenant. Voilà, en fait, finalement, je ne sais pas si vous aviez eu le... J'ai vu que... alors, est-ce que je le dis ou est-ce que vous n'arrivez pas à avoir votre permis de conduire. Oui. Vous vous interrogez. Voilà. Ça fait plusieurs fois que vous le passez. Enfin... Pour tout dire, j'ai marqué 3 fois, mais ça sera la 4e fois. C'est la 4e fois que j'ai raté. Et à peu en plus, je crois, la dernière fois. Oui, à 2 points. Oh là là, c'est ralent. Ouais. Oui, mais alors, ce qui m'a surpris la dernière fois, c'est que j'ai fait mon parcours et tout ça. Je m'a posé une question. En fait, ce qui m'a le plus agacé, c'est que je pensais avoir pas trop mal, pas m'être trop mal débrouillée. Par contre, les questions orales bidons, qui sont faciles, j'ai complètement paniqué, bêtement, mais j'ai quand même réussi à me débrouiller. Mais c'est surtout les 3 jours qui ont suivi. Déjà, dès que je suis sortie de la prestation, j'avais la grosse tête. C'est-à-dire dans le sens, j'avais la tête qui allait éclater. D'accord. J'ai marché beaucoup. Oui. Vous étiez stressée. Respirer. Oui. Parce que j'avais l'impression que j'avais tout donné. Il n'y a pas eu de note éliminatoire, etc. Voilà. Mais vous me parlez du code, là? Non, je parle du permis, là. Mais alors c'est loi là pour moi, mais il y avait les questions. Enfin, les questions, c'est pas normalement il y a le code et après il y a la conduite. Oui, mais maintenant dans le permis, durant l'examen, il y a également des petites questions. Pendant que vous conduisez. Oui, elle nous demande de nous arrêter. D'accord. Et nous dire comment montrer les clignotants sur le tableau de bord, des choses comme ça, quoi. Oui.
Ah Voilà. oui, déjà l'épreuve de la conduite, comme le nom l'indique, c'est une épreuve. Mais alors en plus, vous étiez très concentré certainement sur ce. Et après, c'est après qu'ils vous posent les questions. J'ai été déstabilisée parce que ayant essayé 3 fois, Oui. là c'était en général ils posent ça à la fin. Et là, je la pose au milieu. Et oui, mais bien sûr, non, mais il faut peu de choses pour être déstabilisé parce que bête, vous disiez bon, voilà, après je terminais l'épreuve de la conduite, maintenant je m'attaque aux questions et hop, Voilà. elle a changé le scénario. En même temps, c'est aussi, ils sont de plus en plus durs. Mais j'ai d'autant plus vexée que parmi tous ceux qui l'ont passé, les 5, je suis la seule à pas l'avoir eu, alors que j'avais les capacités pour l'avoir. Et je me suis sentie pendant 3 jours. C'est ça qui est impressionnant. 3 jours, je me sentais ravagée. J'étais complètement. Ce qui n'avait pas été le cas l'avant-dernière fois où j'étais tombée sur un inspecteur décontracté, style Philippe Noiret. Ah oui. Oui, vraiment, il était sympa. C'est moi qui en ai fait trop là pour le coup. J'aurais pu. Vous aviez plus envie de le séduire lui que. Non, mais il avait. Non, même pas. Il avait. Non, mais enfin, c'était. Oui, là pour le coup, vous étiez à l'aise, presque peut-être trop à l'aise, tellement il était sympathique. Oui, franchement, je pense que j'aurais peut-être pu l'avoir. Franchement, j'aurais pu l'avoir l'avant-dernière fois. J'ai trop voulu montrer comme ils insistent avant, les moniteurs, pour nous dire, surtout tu leur montres bien, tu regardes les angles de mort, etc. J'en ai trop fait pour le coup. Et c'est là que j'ai pas vu le vélo. Heureusement, j'avais ralenti, mais dès qu'il y a intervention, c'est même pas la peine d'en parler. Oui, vous avez voulu jouer vraiment le côté très très bon élève, et puis à un moment, finalement, vous n'avez pas vu l'essentiel. Voilà. Oui, bon. Bon, et puis, mais ce que j'ai trouvé très surprenant, c'est que je pensais l'avoir eu la dernière fois, donc. Et j'étais obligée de prendre un demi-Xanax, alors que je prends pas ça, un demi-Xanax après, quand l'attente m'était insupportable. Devoir attendre 3 jours pour savoir si je l'avais ou pas, en pensant que je pouvais l'avoir, parce que je pensais vraiment l'avoir eu, parce que c'était pas une inspectrice, soi-disant, qui était difficile, il fallait vraiment rater un stop ou je sais pas quoi. Elle a dû me sentir trop fébrile. Peut-être, mais c'est tellement aléatoire, ça dépend de tellement de facteurs. Voilà. Vous savez, ça dépend de. Et puis forcément, l'attente est déjà toujours un peu stressante, mais d'autant plus quand c'est pas la première fois. C'est un enjeu important pour vous. Vous avez besoin de l'avoir, je sais pas, pour votre vie quotidienne, pour votre métier. Oui, c'est ça, parce que je suis toujours à vélo là, donc bon, ça va, je suis pas trop. Mais d'une certaine façon, pour tout vous dire, la culpabilité de ne pas l'avoir passé plus tôt alors que j'aurais pu le passer, mais j'étais insouciante quand j'étais plus jeune. J'étais en région parisienne, ce qui n'est plus le cas maintenant. Oui. Et moi, je devais le train. En plus, je me laissais. Si c'était pas ma mère, c'était mon copain qui m'emmenait. Donc, cool. Oui, c'était pas une priorité. Vous n'aviez pas forcément, comme certains jeunes aujourd'hui, dès qu'ils ont 18 ans, ou même avant, en conduite accompagnée, ils veulent le permis, quoi. Vous, c'était pas votre. Vous en fichiez un peu. Vous aviez pas de. Vous débrouillez autrement. Exactement. Mais ici, si on n'a pas en province, si on n'a pas le permis. On est un peu limité, quoi. Et c'est vrai que... Là, vous êtes en province aujourd'hui. Oui, c'est plus compliqué. Enfin, ça dépend où, mais dès qu'on sort des grandes agglomérations, c'est vrai que sans permis, tout devient très compliqué. Je suis du côté de l'océan. Ah, vous avez de la chance. Oui, c'est sympa. Je suis à 1/4 d'heure en vélo de la mer, donc ça me fait du bien de me changer les idées. Oh là là, oui. Vous pouvez aller respirer. Il vaut mieux ça que prendre vos anxiolytiques. Là, vous allez prenez votre vélo, allez respirer un grand coup. Alors justement, je vais essayer de faire un peu. Non, mais pour tout vous dire, il y a eu là, c'est la 4e fois. Oui. Mais il y a eu une époque où j'ai eu des soucis de santé, et donc pendant 3 ans, j'ai pas pu passer quoi que ce soit. Et j'ai dû repasser le code de la route il y a 2 ans. Je l'avais déjà eu. Pendant 3 ans, quand on fait rien, le code il n'existe plus, quoi. Il faut le repasser. Et j'avais 2 possibilités de l'avoir. Et c'est de ça dont je voulais vous parler, parce que c'est important. Et par 2 fois, j'ai perdu ma carte d'identité. Donc j'ai fait refaire 2 fois ma carte d'identité. Donc j'ai raté 2 fois la possibilité de passer le permis. Là, c'est bien parce que j'ai plus de problème de carte d'identité, c'est fini. Mais déjà, Et alors, vous pensez que c'est un acte manqué ? Vous perdez juste avant C'est intéressant quand même, hein. Là, maintenant, ça y est. Allez, on va en parler après le flash. De vos actes manqués, peut-être. Oui.
Et puis il y a certainement des personnes qui ont mis du temps à obtenir le permis et qui pourtant l'ont obtenu. Nous donnerons des conseils dans quelques minutes. 39 21. Merci, à tout à l'heure. Nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin et vous avez entièrement carte blanche puisque c'est vous qui composez le menu de cette émission en fonction de ce qui vous préoccupe en ce moment, de votre humeur du jour. 39 21 pour témoigner ou pour réagir à un témoignage. Et je suppose que Marie, qui est avec nous il y a quelques minutes, attend vos réactions, puisque Marie, vous avez passé 3 fois, ça sera la 4e là. Non, je vais être sincère, je l'ai passé 4 fois. Voilà, 4 fois le permis. Il y a 2 ans, c'était une fois parce que j'avais 3 ans. Non, mais rassurez-vous, là j'ai un message de c'est Doudou qui me dit que son fils qui a 18 ans, a eu son code du premier coup, mais a loupé 5 fois la conduite avant d'avoir son permis à cause du stress. Et pourtant, c'est un excellent conducteur. Ça veut rien dire, ça. Mais bien sûr que non. Donc elle dit, il faut rester déterminé. Oui. Il y a Margaret qui dit, peut-être que finalement on vous donne pas le permis parce que il faut reprendre des leçons. Ça permet de financer un peu les achats de Noël. Je sais pas. C'est possible, hein, on voit tout. Si j'ai des moniteurs d'auto-école, ils vont pas être contents. Mais vous pouvez appeler au 39 21. Il y a Frésia, elle dit, vous auriez dû faire les mêmes réponses que dans le sketch de Jean-Yann et vous aurez votre permis. Frésia qui dit, moi je ne vais jamais depuis sur les routes départementales. Surtout celui qui ressemblait à Philippe Noiret, là. Franchement, il était sympa. Oui. Non, mais parmi les conseils un peu comme ça à éviter, je dirais qu'on avait eu, je me souviens une fois, on avait une charmante dame qui nous avait dit que elle arrivait pas, alors c'était il y a plusieurs années, à avoir le permis, et puis qu'un jour quelqu'un lui avait dit, écoute, t'es tellement stressé, bois un petit coup de blanc avant, tu vas voir, ça va te déstresser. Mais non. Ce qu'elle avait fait, elle avait eu son permis. Mais effectivement, il vaut mieux éviter parce que pour le coup, là, c'est vraiment c'est à double tranchant. Hein. Alors, par rapport à ce que vous disiez, que vous aviez perdu votre carte d'identité, que du coup vous n'aviez pas pu passer le permis, vous dites alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un acte... Deux fois à 3 mois de différence, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, si, je vois très bien. Et en plus, quand la dernière fois, donc c'était il y a un mois, une fois que j'ai terminé la prestation, j'avais oublié la carte d'identité que j'avais donnée à l'inspectrice. C'est intéressant aussi. Oui, on m'a dit, le moniteur me dit, tiens, t'as oublié ta carte d'identité, j'allais partir sans. Ça veut tout dire. C'est comme si je laissais mon identité, je ne veux pas faire de la psychologie à des centimes d'euros, c'est comme si toute ma vie, si je leur laissais ma vie, quoi. À qui? Je sais pas. Alors, il y a quelqu'un qui dit mais non, il faut pas chercher des explications là où il y en a pas. Peut-être que simplement vous êtes désordonné, c'est tout. Mais c'est vrai. En plus, voilà, vous n'êtes pas désordonné. Non, mais je reçois un message comme ça. Non, mais ça m'arrive de l'être. Bien sûr qu'il y a des actes manqués parfois, mais alors c'est la question que pose Olivier le patrouilleur en disant conduire est une nécessité. Oui, pour vous. Moi, parce que... Mais est-ce que vous en avez vraiment envie? Et c'est vrai que c'est une bonne question. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être dépendante des autres. Je me rends compte que j'ai 40 ans, je suis encore jeune, 43 ans, mais après quand je serai plus âgée, mais c'est même pas ça, c'est sympa de pouvoir bouger, quoi. De pouvoir bouger sans pour autant... Vous bougez, pour le moment, vous avez votre vélo. Oui, mais c'est pas pareil. Non. Et puis, comment dire, pour moi, c'est bien d'aller jusqu'au bout des choses. Tout ce que j'ai fait, vous qui êtes psychologue, l'estime de soi, ça, c'est aussi d'aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Non? Vous croyez pas? De réussir, d'essayer, oui, c'est nos succès aussi qui nous permettent d'asseoir, mais d'aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Il y a des gens qui peuvent être, par moments, on est un peu dilettante, ça pose la question du désir aussi, finalement. Mais si vous voulez, ne vous noyez pas trop quand même dans tout ça, parce que j'ai peur que je crains que ça vous entraîne, vous voyez, dans des choses. Comment vous avez dit avant?
Ne vous noyez peut-être pas trop dans des explications comme ça, un peu psychanalytiques, rapides. Oui. Je pense que il faut savoir quand même de façon concrète aussi. Il y a des régions où c'est beaucoup plus difficile que d'autres. On le sait en région parisienne et autres. Ça devient aujourd'hui quand même beaucoup plus difficile d'avoir son permis de conduire. Il faut bien le dire qu'il y a quelques années. Moi, je pense que votre âge, au contraire, n'est pas rédhibitoire parce que on sait souvent on a peur avec les jeunes conducteurs, le côté un peu foufou au volant. Quoique maintenant, ceux qui font la conduite accompagnée, justement, c'est mieux parce que souvent ils sont plus responsables par rapport à ça. Je pense que c'est effectivement vous mettez la pression, mais c'est aussi quand même pas si simple que ça. Et en témoigne. Enfin, je vois des messages. Tiens, il y a Sergio qui dit qu'il y a une fille pourtant qui est une brillante avocate, qui réussissait très bien ses examens. Donc elle n'était pas du tout dans un truc d'échec. Il me dit elle a passé 4 fois son permis. Donc il dit ne désespérez pas. Martine, il y en a plein qui ont eu même 6-7 fois. Mais bien sûr. Mais bon, après c'est vrai que ça coûte un peu cher. Simplement pour rebondir sur ce que vous dites au niveau du désir, j'étais en train de me demander si c'est vrai que ça a été toujours jusqu'à présent confortable pour moi d'être conduit, etc. Et avoir mon permis de conduire, je passerai à un statut de conduire ma vie. Bon, je vais pas faire. Vous allez me dire encore que je fais. Oui, vous cherchez beaucoup dans ce sens-là. Oui, mais vous vous interrogez. C'est-à-dire, vous ne faites en sorte. Là, vous ne voulez plus être dépendante des autres. Donc, conduire, effectivement, on peut faire cette métaphore, c'est être aux commandes, c'est vous qui tracez la direction. Et peut-être que, oui, alors écoutez, puisque vous avez envie d'y aller, il y a peut-être une part de vous qui a envie d'être indépendante et une autre qui freine un peu des cas de fer parce qu'il y a des avantages aussi à être dépendant. Les bénéfices secondaires. Oh là là, oui, mais on va pas faire de l'analyse à l'antenne là. Non, mais en fait, par contre, ce que m'a dit la dame du permis de l'auto-école, elle m'a dit ce qui serait peut-être bien pour toi, c'est que tu trouves, et d'ailleurs c'est ce que j'avais pensé, mais un dérivatif. D'ailleurs vous disiez ça à l'ancien auditeur. À Ludovic, oui. De trouver un autre dérivatif pour pas tout polariser que sur le permis de conduire. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je voulais me débarrasser à la fin, pensant l'avoir plus rapidement que ça. Je me suis dit, bon, allez, permis de conduire, je l'ai, maintenant je reprends mes études. Et j'aurais peut-être dû avoir 2 trucs au lieu d'un seul. Comme si quelque part, le fait de terminer un projet, quelque part, ça me dérange et que j'ai plus de projet en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir qu'un seul projet, c'est quelque part, et s'il y a plus de projet, après, c'est la mort, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais vous n'êtes pas prête de le passer, alors elle a le permis, dans ce contexte-là. Je plaisante pas, c'est vraiment un ressenti. Mais alors allez en parler, je pense, si vous ne le faites déjà, parce que j'ai l'impression que vous êtes en thérapie, non ? Oui. Bon, alors continuez à en parler, et puis voyez, je pense... Oui, mais des fois c'est bien d'avoir un avis extérieur. Non, non. Ah bon ? Justement, je ne suis pas sur cette voie-là. Non. Je dis toujours, justement, je trouve que... C'est vrai ? Oui, je le dis souvent, et même hors antenne à des personnes, je trouve que quand on est en thérapie, il est important de ne pas se disperser. Et de parler effectivement là où on paie pour cela, où on parle de soi. Et justement, la tentation qui est complètement, que je comprends très bien, d'aller demander un autre avis, c'est une façon un peu de court-circuiter le travail qui est fait. Vous croyez ? Mais c'est pas que je crois, c'est que j'en suis certaine. Bon, bien sûr que c'est une façon, mais oui, on va parler ailleurs, on essaie, on met en contradiction. Alors, soit effectivement on est satisfait du travail que l'on fait et on continue, soit si effectivement, et on peut avoir des raisons de ne pas l'être, on peut changer. Vous voyez, mais le côté ça me fait penser aux personnes qui aujourd'hui multiplient les thérapies d'ailleurs. J'ai des personnes comme ça qui me disent, elles font une thérapie analytique, à côté elles font de la sophrologie, elles font de l'hypnose, elles font et finalement elles essayent tout, comme on consomme de tout, on consomme aussi des thérapies. Donc, mais je trouve que des fois c'est bien d'avoir aussi. C'est vrai que j'ai appelé. C'est que vous voyez quand les messages des personnes qui vous ont laissé des choses en me disant faut continuer. Ça me fait du bien aussi d'avoir d'autres choses que. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
d'avoir d'autres, pas seulement thérapeutes, d'avoir d'autres personnes. Non, mais c'est vraiment, si vous voulez parler et dans le fond, comme vous avez envie de le faire, c'est vraiment dans votre lieu de thérapie qu'il faut le faire. Vous voyez, parce qu'effectivement, là, vous avez les tenants et les aboutissants, elle connaît votre histoire, ça peut prendre du sens, ça peut être retravaillé à la séance suivante, pas ponctuellement comme ça, à la radio, en lançant des bribes, des choses comme ça. C'est pas constructif pour vous, finalement. Vous vous dispersez. C'est vrai ? Oui. Voilà, parce que nous, si vous voulez, on a plus des conseils comme on avait eu déjà la dernière fois. Et dans les conseils farfelus, je disais, j'en reçois. Les conseils farfelus. Elle va pas être contente, l'auditrice qui me dit ça, ou l'auditeur, c'est drôle, qui me dit remettre contre le stress, et après tout, ça fait pas de mal. Un brin de persil dans le soutien-gorge. Et pour les garçons, alors, ils se mettent ça dans le caleçon. Justement, c'est peut-être ça aussi. Non, je vous assure que je reçois vraiment ce. Alors, voyez, je prends vraiment le contre-pied. Vous qui voulez m'embarquer sur le terrain de la psychanalyse, et moi je vous dis allez, un brin de persil dans le soutien-gorge et votre stress va disparaître. Je reçois vraiment un message comme ça. Alors il y a Violaine qui dit on avait conseillé des fleurs de bac, un auditeur désespéré qui allait passer son permis pour la énième fois. Ça marche pas. Où en est-il? On avait aussi, il y avait un médecin qui était intervenu à l'antenne et qui avait dit de façon très sympathique en disant qu'il pouvait en parler parce que c'était pas un médicament, c'est vendu en pharmacie et parapharmacie, quelque chose qui détend bien, qui s'appelle Destress. Et cet auditeur l'avait pris, nous a rappelé, écoutez, il a eu son permis. Alors ça peut être un effet placebo ou je ne sais quoi, mais en tout cas, je l'ai conseillé aussi à un de mes proches, un jeune homme qui passait comme ça le permis. Pareil, ça faisait 4 fois qu'il passait, il l'avait pas eu, il a pris, il a eu. Donc vous voyez, parfois il suffit d'y croire. Hein. Si ça peut me faire placebo, pourquoi pas. Sinon, il y a Sergio, qui est un pro de la conduite puisque c'est son métier. C'est vrai. Alors il veut bien, et en plus il a le permis moto. Oui. Donc il peut vous amener sur un circuit et vous former si vous voulez. Ah, mais c'est gentil. Vous voyez, moi je suis dans le concret là, hein. Je reste dans le concret. C'est des concrets, mais il est près de l'océan, le Sergio. Oh ben d'un coup de moto, à mon avis, il peut y aller, oui. Vraiment. Et puis comme dit Olivier le patrouilleur, il dit à part passer le permis, peut-être qu'effectivement il faut que vous ayez d'autres occupations pour que ça ne vous prenne pas toute la place. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure un petit peu. Oui, ben c'est voilà. Ça, c'est avoir un dérivatif comme on dit. Alors il y a quelqu'un qui me dit peut-être que il faut apprendre un peu à vous détendre, c'est le valet de cœur qui dit ça. Et puis il y a Nina qui dit ouh là là, elle perd ses papiers, Marie est peut-être très tête en l'air. Alors c'est peut-être mieux au fond, dit Nina, qu'elle ait pas le permis. Parce qu'elle dit si elle oublie sa pièce, elle peut d'identité, elle peut aussi griller les stops ou prendre l'autoroute à contresens. Donc elle dit c'est peut-être un mal pour un bien. Oui, remarquez, c'est vrai, c'est vrai que c'est de toute façon la pateur. Allez, des messages encore. Il y a Christian qui a 52 ans qui dit j'ai obtenu mon code du premier coup, comme le fils de Doudou, la conduite au bout de 4 fois. Et c'était le 1er avril 1981. Donc il s'en souvient en plus. Forcément, hein. Bon, forcément. Merci pour tous ces donc vous voyez, je ne regrette pas d'avoir appelé rien que pour ça, oui. Bah oui, vraiment, il faut pas désespérer. Il y a Angèle qui dit peut-être que il faut arriver à vous concentrer. Finalement, c'est peut-être ça qui pose problème. Quelqu'un me dit aussi, c'est étonnant cette panique que peut déclencher le passage du permis. Ma fille a toujours eu ses examens avec mention et elle a passé le permis 4 fois, très angoissée. Mais oui, mais c'est parce que ce qu'on comprend, c'est que, mais c'est normal, c'est quand on passe des examens, c'est immobile. Quand on passe un examen de permis de conduire, il y a plein de gens autour de nous, donc il y a une sécurité. Oui. C'est quand même, c'est pas un examen, on n'est pas immobile. Tandis que là, c'est mobile. Il y a plein de gens autour de nous. Faut faire attention à tout. Ça met en jeu beaucoup de choses. C'est-à-dire que finalement, quand on conduit, on n'y pense plus, mais c'est vrai qu'il y a tout un jeu de coordination. Il y a les mains, il y a les pieds, il y a le regard. Il faut donc des tas de choses qui en fait deviennent des automatismes, et tellement des automatismes que après certains se sentent tellement à l'aise qu'effectivement, ils peuvent envoyer des textos au volant, ce qui évidemment il ne faut pas faire. Non mais téléphoner, enfin vous voyez tellement ils sont à l'aise. Oui, tout à fait. Or effectivement, quand on apprend, au départ, on se dit,
je vais jamais y arriver. Enfin, moi, je me souviens la première fois, effectivement, je pensais que le moniteur, quand il m'a amené comme ça dans la circulation, j'ai dit, j'ai jamais conduit. Il me dit, oui, justement, vous êtes là pour apprendre. Et moi, j'avais carrément dit, je pensais qu'on allait sur un circuit, vous voyez, pour apprendre, pour être en sécurité. D'accord. Donc, bon, non, je comprends votre peur, mais ça met en jeu beaucoup d'autres choses, effectivement. Et puis, effectivement, une part des choses plus inconscientes, être aux commandes de sa vie, ne plus dépendre des autres, des choses qui peut-être font que vous en avez envie puis que vous résistez un peu. Ça, vous pourrez le travailler. Mais je me demande si c'est vraiment une bonne chose de trop le travailler, en tout cas pas avant de passer les épreuves. Ah oui, non, là, je vais vous dire quelque chose. Pendant un bout de temps, là, je vais faire un petit stand-by. Oui, et vous avez raison. J'en ai Vraiment. marre. Et puis ça coûte cher déjà. C'est vrai. Je vais faire un peu de natation, là, me changer les idées. Là, oui. Et m'autoriser à me faire du plaisir. Moi, pour tout vous dire, je pensais que je pouvais vraiment respirer, que je pourrais m'accorder d'être heureuse, que si j'avais le permis. Non, je me suis dit, je vais faire le contraire. Non. Non. Fafi dit, ma fille l'a passé 4 fois et maintenant, elle adore conduire, elle fait des milliers de kilomètres. Ah ben voilà. Voyez, donc. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Martine, elle me dit, courage, j'ai obtenu mon permis au bout de 7 fois. Ben oui, non, mais je donc, vous voyez, quelqu'un me dit, mon oncle a passé le permis à l'âge de 56 ans, il l'a obtenu après le 5e passage, il faut s'accrocher, rien n'est impossible. Ah ben, c'est Ludovic, justement, dont vous parliez, merci, le futur pharmacien. Voilà. C'est sympa de m'avoir laissé un message. Merci à vous tous, ça me fait vraiment plaisir. Allez, là vous décrochez, vous reprenez votre vélo, vous allez respirer au bord de l'océan, puis vous allez la voir. Et quand vous avez votre permis, vous nous rappelez, Marie, c'est promis. Je vous promets que je le fais. Bon, alors à très vite. À très vite. Merci, je vous embrasse. De votre écoute. Au revoir, Marie. Au revoir, Caroline. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39 21. 34 centimes la minute. Vos réactions encore qui me parviennent suite au témoignage de Marie qui, pour le moment, n'a pas encore réussi à avoir son permis. Quelqu'un me dit, qu'elle se rassure, maintenant il y a des voitures électriques sans permis. Oui, maintenant on pourra juste, c'est l'ordinateur qui fera tout. On s'assoit et hop, ça avance tout seul. Maintenant, dans quelques années, mais ça va venir vite à mon avis. Sandra me dit, et vous, Caroline, combien de fois? Je vais pas faire mon intéressante, mais je l'ai eu des premières fois, code et tout, et pourtant, vous voyez, je conduis pas, je déteste ça. Et justement, quelqu'un me dit, c'est aussi une question de chance, je ne l'ai eu que la 4e grâce à la gentillesse de l'inspectrice, ça change tout. Jennifer me dit, je suis médecin, et pourtant j'ai passé mon permis 8 fois. J'ai tout vu, tout entendu, j'aimerais beaucoup témoigner. Bon, on va vous rappeler, ma chère Jennifer. Et puis Patrick, justement, Patrick, il est moniteur d'auto-école. Il dit, quelles sont les raisons que l'inspecteur a notées sur son dernier bulletin? Je peux la renseigner en direct. Ah, c'est dommage, vos mails me parviennent maintenant. Bon, on va vous rappeler, Adeline. Elle est philosophe, elle dit on finit toujours par l'avoir, le permis de conduire, et après c'est du passé. Jane me dit, dites-moi, le persil dans le soutien-gorge, la voiture ok, mais c'est plutôt pour le mal au cœur en voiture, et à mettre dans les chaussettes plutôt que dans le soutien-gorge, ça parfume en même temps. Voilà, allez, on va maintenant changer de sujet et accueillir Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Caroline. Je vais vous raconter mon histoire. J'étais déjà intervenue en début juin, c'était tout au début de mon histoire et puis c'était en fin de parcours, donc je n'avais pas pu finir avec l'émission. Donc là, on va faire la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Alors, il faut résumer un petit peu le début pour qu'on puisse suivre. Voilà, on va résumer le début. Alors en fait, au mois de mai, mon fils m'appelle, catastrophé, il venait de rencontrer son père avec une autre femme. Mon fils a 25 ans. Voilà. Donc dans tous ces états, après renseignement, au bout de quelques jours, je me renseigne et tout ça. Enfin bon, bref, mon mari me disait que non. Je me renseigne et je m'aperçois que c'est la même personne avec qui il était parti il y a 20 ans. Il m'avait quitté, mon fils avait 4 ans, et il était déjà parti avec cette femme-là. Et ils travaillent ensemble, hein, ils sont dans la même entreprise.
Enfin, j'ai entamé une procédure de divorce en me disant ça va le faire réfléchir, ça va le faire, il va s'apercevoir. Enfin, il y a la famille, on a 3 enfants en tout. Le dernier, c'est celui qui a 25 ans. Et là, il est parti définitivement depuis le mois de mai avec elle. Enfin, avec elle, pas tout à fait avec elle, parce que elle, entre-temps, elle s'est mariée. Elle a eu 3 enfants qui ont 11, 14 et 17 ans. Et là, du coup, il a pris un appartement et il va une semaine sur 2, quand elle n'a pas les enfants, la voir, quoi. Et une semaine, il est dans son appartement. Et enfin bon, bref, moi, toute la famille va mal, quoi. Ma fille va pas bien, mon fils, alors encore moins. Oui, celui qui est revenu bouleversé, c'est lourd, je trouve, pour lui, parce que c'est lourd de conséquences finalement. Il doit se sentir coupable de. Alors qu'il n'est pas. Je lui ai dit, c'est pas ton histoire. Je vais voir ça avec tout, mais et puis je lui ai dit, tu pouvais pas ne pas me dire, t'aurais pas pu manger en face de moi en me regardant, en faisant comme si de rien n'était. Et puis, est-ce que finalement, puisqu'il est rentré, enfin finalement, il y a eu cette scène qui a fait effraction et du coup, il se retrouve à se mêler de votre histoire de couple, de dire que peut-être au fond, pour qu'il ne se sente pas responsable de votre séparation, dire que cette femme, votre mari, donc son père, la connaissait depuis très longtemps. Depuis longtemps. Sans rentrer, de dire, dire quand il avait 4 ans, ça remet beaucoup de choses en question pour lui, et peut-être y compris votre couple, alors qu'entre-temps, ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas aimés tous les deux, donc il faudrait pas... Mais dire qu'il n'est pas responsable, vous voyez, le dédouaner, je vous le dis en passant, parce que c'est pas... Mais le dédouaner de ça, parce que il doit beaucoup s'en vouloir, comme si finalement c'était lui qui faisait exploser votre couple et la famille. Il doit sentir ça parce que en fait, j'avais l'impression que nous tout allait bien, quoi. On n'avait pas de problème, rien. Et comment il était presque même surprotégé, ce gamin-là, comme tous, mais lui étant le dernier en plus. D'accord, j'allais vous demander pourquoi lui. C'est parce qu'il était le petit dernier. Mais voilà, c'était le petit dernier. Il y avait 11 ans de différence entre son frère et lui. Oui. Et donc naturellement, tout son monde s'écroule, quoi. Tout s'est écroulé, quoi. Oui, mais je vous dis, il y a certainement aussi le poids de sa culpabilité. Oui. Or, vous pouvez, sans rentrer trop dans les détails de ce qui reste votre intimité de couple, lui dire que si vous avez pris cette décision, c'est parce que il y avait... il s'agit pas de dire que c'est la foi de trop, mais enfin qu'il y avait déjà d'autres choses dans votre histoire personnelle, qui faisaient que pour vous là c'était pas acceptable, mais que en tout cas c'est pas lui qui a fait. C'est peut-être d'autant plus difficile pour vous que finalement ça allait bien, vous vous sentiez bien dans votre couple. Il n'aurait pas révélé ça, finalement, vous n'étiez pas malheureuse à ce moment-là dans votre vie. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'avais vu un changement depuis le mois de février, mais je me disais, ça va passer. Enfin bon, je m'étais pas pris plus la tête que ça, quoi. Et puis après, quand je fais le retour arrière de tout ce qui s'est passé durant ces années, parce que comme ne sachant rien, je me pose plein de questions. Comment cette personne-là, comme je suis sur des réseaux sociaux, enfin je suis sur un réseau social juste pour mes enfants, pour leur envoyer des photos, quelque chose comme ça. Cette femme-là m'avait demandé d'être amie avec elle sur Facebook. L'année dernière, ils vont à des séminaires. Mais c'est incroyable quand même qu'elle vous demande d'être... Entre-temps, vous aviez sympathisé ou pas avec elle? Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai répondu, mais de quel droit Oui, vous étiez encore... C'était celle qui, à un moment, avait semé la discorde dans votre couple. Donc c'est incroyable quand même qu'elle vous demande ça. C'est d'une perversité, je trouve. Oui, je trouve ça très pervers. Je ne sais pas. Ou peut-être que finalement, c'est vous qui l'intéressez, d'une certaine façon. Non, mais je me suis dit que peut-être que déjà, elle voulait me signaler quelque chose. Et j'ai essayé d'appeler son mari à elle. Alors j'ai eu son mari à elle, parce qu'après renseignement, parce qu'une femme est capable de tout quand elle est dans cette colère, parce que j'étais rentrée dans une colère. Et je suis toujours un peu quand même. Il y a de quoi, ça se comprend. Et lui me dit qu'il s'en est aperçu il y a 2 ans. Donc je me dis qu'en plus, ça recule à chaque fois, quoi. Et il y a plein de petites choses qui font que je me dis, mais
ça souffre, ça s'est jamais arrêté, quoi. Et je me dis, mais comment j'ai pas pu... Attendez, oui, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, là, il y a ce doute qui subsiste. Vous n'en avez... Et qui finalement, je trouve, là, ça vous fait du mal. Ça a juste l'intérêt de vous faire du mal, mais ça ne fait rien avancer. Parce que finalement, quand vous vous dites, mais ça se trouve, ça ne s'est jamais arrêté, donc c'est comme si tout ce que vous avez vécu était reposé sur du sable, enfin, que tout était... Exactement. Or, Exactement. quand même, j'ai envie de vous dire, de toute façon, fiez-vous aussi, quand même aussi, à ce que vous ressentiez. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où vous étiez bien dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Elle, de son côté, s'est mariée, a eu des enfants. Donc on peut penser qu'elle aussi, à un moment, la page était tournée et elle a investi une autre vie, une autre histoire d'amour, une autre... Vous voyez ? Oui, je pense que il y a dû y avoir des arrêts. Enfin, je suppose que comment... Oui, ça, mais pas, forcément. C'est ça. Oui, mais c'est ce qui est, je trouve, très pénible. Vous n'en avez pas parlé avec lui, avec votre mari ? Mais il peut pas. Il veut pas. Il n'y arrive pas. Même avec son fils, il a même du mal maintenant quand il le voit, parce que son fils a un appartement sur Paris. Quand il le voit une fois par mois, d'ailleurs, il le voit pas trop, et ils peuvent pas se regarder en face. Enfin, ils regardent pas son fils en face. Naturellement, il est, je suppose aussi, avec plein de culpabilité, puis de colère, finalement. Bien sûr. Oui. Et bien sûr, c'est pas de. Je suppose qu'on n'est pas ravi quand son fils s'aperçoit d'un truc comme ça. Alors il lui avait dit, t'aurais pas dû le dire à ta mère, je l'aurais dit. Je lui ai dit, mais il aurait jamais dû lui dire ça, parce qu'obligatoirement, le gamin, le fait d'entendre des choses pareilles. Oui, pour votre fils, c'est lourd parce qu'il se sent très coupable, et lui, de toute façon. Enfin, il retourne la situation. Bien sûr qu'il aurait mieux valu qu'il ne voit rien de tout ça, mais à partir du moment où il avait vu, il agit comme un enfant qui, de toute façon, s'il n'en parlait pas, s'il ne vous en parlait pas, il aurait eu l'impression de vous trahir. Exactement. Et en parlant, il peut avoir le sentiment de trahir son père, qu'il aime aussi, et en plus de faire exploser la famille. J'avais eu une histoire comme ça d'une jeune femme, très jeune aussi, qui avait découvert de façon impromptue l'infidélité de son père. Et on en avait longuement parlé à l'antenne. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'avis comme ça, très tranchés, qui disaient mais si, il faut qu'elle le dise. On voit que c'est pas sans conséquence. Ah, c'est pas si simple, hein, parce que là, ça fait 8 mois maintenant. Alors déjà, pour moi, c'est terrible parce que j'aimais mon mari, quoi. Donc le fait de voir ça, tout s'écroule aussi. Tout s'écroule, la famille, la maison qu'il faut vendre, les machins, les bidules, enfin tous les trucs. Parce que vous n'avez pas douté un instant là. C'est-à-dire que quand vous avez appris et sachant que c'était elle, c'est ça aussi, c'était donc cette femme qui était déjà là il y a 20 ans. Là, votre décision, elle a été ferme et définitive, enfin immédiate, quoi. C'est pas ça. C'est parce que je me suis dit, parce que quand j'ai su que ça faisait déjà 2 ans, et puis que c'est ça qui a fait que le mensonge, tous ces trucs-là, et je me suis dit, si j'entame quelque chose, il va réagir, et si vraiment il tient à nous, il va réagir, et non, sa réaction, ça a été je pars, quoi. Je pars, non, il est parti, mais de tout plaquer, quoi, de partir avec elle, et pas vraiment avec elle, puisqu'il y a une fois tous les 15 jours quand elle a pas ses gamins, mais ça a été sa réaction. Moi, je pensais qu'il aurait eu la réaction inverse, en disant non, attends, il y a la famille, quoi, c'est la famille, il y a des valeurs, enfin, c'est peut-être bête, mais moi, c'est vrai que pour moi, la famille est une valeur, comme l'amitié. Et c'est des trucs auxquels je tenais. Et vous parlez de la famille, effectivement, que vous avez construite et qui est très importante. Voilà. Et dans votre couple, mais voilà, comme si j'avais l'impression qu'on n'avait pas de problème. D'accord. Mais c'est moi qui dis ça. Lui, il en non, mais peut-être avez-vous raison. Peut-être qu'il y avait quelque chose de l'ordre de, alors lié à l'histoire, la problématique de votre mari, où lui était plus dans quelque chose d'une double vie, où lui pouvait, je ne sais pas. Je sais pas. Et puis je me dis que obligatoirement il l'aime plus que moi puisqu'il est parti avec. Non. Autrement il ferait peut-être, il aurait fait tout pour rester. Non, là vous faites du mal en vous dévalorisant.
La situation n'a rien à voir. Il n'y a pas de hiérarchie à faire vous êtes moins aimé que cette femme. C'est pas de cet ordre-là. Avait-il de toute façon, peut-être lui, et peut-être ne s'était pas senti d'autre choix que de partir, du fait du contexte. C'était pas n'importe quelle femme. Et en plus, c'est votre fils qui découvre ça. Mais au-delà de ça, de toute façon, certainement cette histoire, au fond, cette histoire en pointillé, il n'a pas vécu. Vous voyez, vous pouvez pas comparer, ça n'a rien de comparable. C'est ce que je me disais, il est en train de boucler une boucle qu'il n'a pas... Enfin, alors naturellement, il a 57 ans. Donc comment, de ce côté, je veux encore plaire, elle a 10 ans de moins, bien sûr, aussi, en tant qu'affaire. Et comment, il y a toujours ce côté un petit peu machiste, des hommes qui veulent encore plaire à cet âge-là. Enfin, attendez, c'est peut-être mes phrases, hein, mais ce côté de vouloir toujours ce côté d'être encore, d'avoir peur de plus plaire, peut-être, je sais pas, il y a tout ça qui doit rentrer en ligne de compte. Et tout plein de questions que je me pose, peut-être que je devrais pas, peut-être que je devrais dire. Qu'est-ce que vous vous posez comme question? Des questions, par exemple, comment il y a des fois, moi il y avait, par exemple, pendant les vacances, il voulait prendre que 15 jours de vacances, il voulait jamais partir au mois d'août, alors que moi, des fois, j'ai des difficultés avec mon travail. Je me dis, en fait, et là, cette année, il les a pris au mois d'août. Donc je me dis, en fait, on prenait nos vacances par rapport à quand elle était là ou quand elle n'était pas là. Plein de questions comme ça. C'est je trouve ce qui est terrible pour vous et très violent, c'est que le fait qu'il y ait ce doute-là vous fait vous interroger sur votre relation, comme si finalement tout avait été, qui est basé sur le mensonge. En tout cas que vous n'aviez rien vu de ce qui pourrait ressembler, on va dire, à une double vie. Et ça, je trouve ça très violent, et je trouve que c'est douloureux, en tout cas, parce qu'effectivement, l'infidélité en soi est très douloureuse, mais on a besoin aussi de situer à peu près depuis combien de temps ça dure, justement. Et c'est vrai que si on découvre que ça dure depuis des années, on se sent aussi complètement, la trahison est d'autant plus forte, parce que si soi-même on n'en avait rien vu, mais parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent aussi comme ça, c'est vraiment le clivage, ils cloisonnent, ils peuvent ils se protègent en cloisonnant, et donc finalement il n'y a même pas d'ailleurs plus une de moins aimée ou plus aimée, c'est aimé différemment, c'est-à-dire que c'est dans leur fonctionnement à eux. Et même on ne se disputait pas, à part depuis le mois de février où je sentais qu'il avait changé, et j'avais presque l'impression même il me parlait mal, et depuis le mois de février il me parlait mal, et même mon fils me disait je supportais pas comment papa te parle. C'était la première fois de ma vie qu'il me parlait comme ça. C'était presque moi qui étais à 2 doigts de partir, en me disant non, c'est pas possible, je peux pas me laisser comme ça, pas me faire parler. Et en fait, je me suis même posé la question la semaine d'après où j'ai voulu partir. La semaine d'après, son fils le voyait, et je me suis dit en fait, alors c'est peut-être moi qui suis perverse, et je me dis mais ça se trouve il voulait que ce soit moi qui parte, de façon à avoir ce rôle de comment c'est elle qui est partie, donc il s'en tire bien. Oui, de ne pas avoir le mauvais rôle, en tout cas. Pas avoir le mauvais rôle. C'est ça, de pas avoir de vous pousser à partir. C'est moi qui pense tout ça. Je sais pas si je comprends, c'est un peu vertigineux. Je comprends toutes ces questions que vous vous posez et qui sont profondément déstabilisantes. À qui pouvez-vous en parler? J'ai pris rendez-vous avec un psy justement pour m'aider, parce que naturellement la conciliation va se passer le 29 janvier. J'en suis catastrophée, je suis complètement. Ça vous angoisse de me dire que mais complètement, de vous retrouver face à lui, que la famille va être écroulée. Ça. Ça vous rend triste. Oui. Ça vous rend malheureuse, ça. Oui. Donc c'est très très compliqué. Alors déjà pour mon fils et mes enfants, parce que ma fille est allée voir un psy. J'ai un autre fils à qui il parle plus du tout. Oui, c'est un cataclysme. Il n'a même pas pris de contact. Parce que naturellement. Est-ce qu'ils voient ils continuent quand même? Alors le fils qui en a parlé, le plus jeune de vos fils qui en a parlé, la relation est pas simple maintenant avec son père, avec les autres enfants. Oui.
Et ils se voient, ils mangent vite fait à une cafétéria ou un Quick McDo, enfin bon bref, un petit truc comme vite fait rapide. Ils se voient 1 heure. Hein. Et et ma fille, ils se sont pas parlé pendant 8 mois. Là, ça a été son anniversaire, alors ma fille lui a quand même fêté. Et puis il a dit j'aimerais vous voir. Il est allé un week-end et il est revenu. Je suppose qu'il attendait à avoir un soutien de ma fille, ce qui n'a pas été le cas parce qu'elle lui a dit non, je peux pas accepter ce que tu viens de faire avec maman. C'est dégoûtant, c'est pas honnête. Ça fait 33 ans que vous êtes ensemble. Vos enfants ne sont pas au courant de cette histoire Si. Vous leur en avez parlé? C'est-à-dire que je suis très très proche de ma fille. Et comment on s'appelle tous les jours? Elle habite loin. Et on s'appelle tous les jours au téléphone. Et naturellement, quand elle m'a appelé la fois où c'est arrivé, j'étais écroulée en larmes et tout. Et puis, elle a quel âge, votre fille? Ma fille, elle a 30 ans. Ouais. Forcément, pour elle, c'est très angoissant aussi, parce que ça veut dire elle aussi doit s'interroger finalement, d'autant plus que vous êtes très attachés, ça peut se comprendre, à la famille que vous avez construite, et c'est comme si cette famille idéale volait en éclats. Finalement, ou quoi? Est-ce que c'était des faux semblants? Et je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, il faut vous fier aussi à ce que vous ressentez, parce que du coup, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que je dis qu'il y a le doute, mais ça fait que vous ne doutez pas seulement de lui, mais de vous et de ce que vous ressentez. Vous en arrivez à je trouve que le plus pénible, douter de l'autre est évidemment très douloureux, mais douter de soi, c'est-à-dire douter au fond de, est-ce que finalement, voyez vous-même, ça va très loin, vos interrogations. Est-ce que vous avez même dit à moi, est-ce que c'est pas moi qui suis perverse? Enfin, là, il faut arrêter. Non, il y a pas de perversité chez vous. Vous êtes en train entraîné dans des interrogations, dans quelque chose vraiment de vertigineux et de très angoissant, je trouve, puisque c'est comme si vous remettiez tout en question. Tout ce que vous avez construit avec cet homme, et y compris vous-même. C'est-à-dire comme si vous vous étiez trompé. Non seulement que vous avez été trompé, mais que vous-même, vous vous êtes trompé. Et ça, ça rajoute de la souffrance. Alors, vous avez bien fait, vraiment, parce que je trouve que de prendre rendez-vous pour en parler, pour avoir un lieu, pour en parler avec quelqu'un de complètement extérieur, de neutre, qui va vous écouter avec bienveillance et vous aider petit à petit à répondre à certaines de ces interrogations, à vous retrouver, à vous recentrer finalement. Parce que là, il y a de quoi se disperser. Et parce que finalement, en parler, vous ne pouvez pas en parler à vos enfants, enfin, bon, vous verrez, vous en parlerez de cette relation avec votre fille. Là, tout le monde est bouleversé. Donc, il y a des choses qui se disent, c'est comme ça s'est dit, mais c'est pas sans conséquence. En parler effectivement à des amis du couple. Bon, les gens se jettent dans la mêlée, prennent parti parfois, c'est toujours s'exposer. Donc je trouve qu'à un moment, le choix que vous avez fait, et à mon avis, est le meilleur, et ne pas rester isolé par rapport à ça. Moi, j'ai le sentiment, en vous écoutant, c'est ce que je vais vous dire, mais j'ai le sentiment que ce que vous avez construit ensemble, auquel vous êtes très attachés, il devait même y être lui très attaché aussi. Et donc, ce que vous avez ressenti, ces moments où là, il faut quand même vous faire confiance là-dessus, c'est-à-dire qu'il vous a aimé, certainement il vous a aimé aussi. Et il a aimé ce que vous avez construit ensemble. Peut-être qu'il y a chez lui, ça je ne sais pas, une part de duplicité, qui fait que vous êtes, vous découvrez extrêmement différent, c'est-à-dire lui, certainement pouvait cloisonner les sais sa vie. Parce que là, je me dis, c'est deux familles qui se sont foutues en l'air, parce que comment elle, moi je sais pas comment. Et je me dis, mais comment on est capable de faire des choses pareilles, quoi, parce que elle a des enfants plus petits. Hein. Et comment... alors peut-être que si je me rends peut-être pas compte parce que je suis peut-être idéaliste, mais
comment il est possible, comment on peut faire pour une histoire. Enfin, je sais pas le temps qu'ils dureront, que ça durera, peu importe. Mais je me disais, c'est pas possible, il va réagir. 57 ans, il se retrouve avec 3 enfants alors que... Oui, mais parce que c'est là aussi où vous aviez certainement, où il y a cette différence, c'est-à-dire que vous, là, ça revient beaucoup, hein, la famille oui. qui éclate, et c'est certainement lié, c'est une valeur très importante pour vous, ça prend sens certainement dans votre personnalité, votre histoire. Lui a une histoire différente, et même s'il est attaché à la famille qu'il a construite, peut-être à un moment il est rattrapé par autre chose. Ce qui ne remet pas en question ce que vous avez construit, je pense. C'est-à-dire que et c'est pour ça que vous avez bien fait d'aller en parler. Je peux difficilement vous en dire plus. Mais j'entends bien que vous remettez tout en question. C'est ce qui est tellement douloureux. Et c'est pour ça que c'est important tout se fait aussi de façon très douloureuse, très vite. Et là, il y a un travail à faire, vous, pour reprendre un peu le fil de cette histoire et vous retrouver finalement. Pas rajouter, c'est déjà suffisamment douloureux pour pas en rajouter en vous disant qu'au fond, tout était faux. Je ne crois pas. Je crois que c'est plus complexe que ça. Ah, parce que pendant un moment, j'ai espéré, comme il était revenu il y a 20 ans, je me suis dit, c'est bon, c'est une passade, il va revenir. Et là, je me dis, non. Il était parti il y a 20 ans. Il était parti avec elle. Il est revenu. Il est revenu. Oui. Je ne sais pas, l'avenir, moi je ne suis pas devin, hein, je ne peux pas vous dire, vous non plus. Peut-être qu'au fond il n'a... Mais en tout cas, on sent bien que vous êtes partagé entre cette possibilité, le fait qu'il pourrait revenir. Je ne sais pas, en tout cas il faut que vous avez besoin, je crois, de vous poser aujourd'hui, après c'est vraiment un cataclysme là, personnel et familial, donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Et c'est un bouleversement émotionnel terrible. Donc je crois que vous avez bien fait de aujourd'hui attendre, vous poser un peu et voir venir, et surtout par rapport à vos enfants, après tout, eux-mêmes sont pris certainement dans des choses très complexes où ils en veulent à leur père, ils en veulent c'est lui qui part, de faire éclater la famille. Ils me voient malheureuse aussi. Ils vous voient malheureuse, donc voilà. Bon. Et en même temps, ils vous aiment et ils aiment leur père. Ouais. Donc je crois que ça va vous aider aussi par rapport à votre plus jeune fils qui a été le déclencheur finalement de tout ça, qui doit s'en vouloir. Ça va vous aider un peu à avoir un lieu où vous allez parler, où du coup vos enfants ne seront plus les témoins directs comme ils l'ont été. Et ça, c'est toujours d'une grande violence, hein. Enfin, ça fait effraction comme ça. Je reçois d'ailleurs un message de quelqu'un qui me dit: je suis tombée par hasard, j'avais 20 ans, sur mon père qui batifolait avec sa maîtresse. Ça a été horriblement violent comme image. Évidemment, c'est toujours, ça fait vraiment, ça fait effraction dans la tête, dans le corps. C'est compliqué. C'est tout un milieu qui s'écroule, quoi. C'est tout un truc que les enfants, le genre, la famille, machin, et tout ça et tout, et pour eux, tout va bien, on fait la fête, dès qu'il y a une naissance, ça y est, c'est tout de suite la fête, et tout. Enfin bon, bref, tous les trucs de partage, et là, maintenant... Oui, mais ça existait, ces moments-là. C'est-à-dire qu'ils sont ce que vous avez... À un moment... Quand on n'a pas les réponses et l'autre, il vous laisse sans réponse par rapport à ce doute, depuis combien de temps ça a duré, et ça vous torture. Vous ne pouvez que, peut-être que vous pourrez lui dire un jour, c'est trop, vous êtes trop dans la tempête. Donc effectivement, il est dans l'évitement, il est dans la fuite, il ne peut pas en parler. Bon, peut-être qu'un jour vous pourrez en parler et vous pourrez lui dire à quel point c'est important pour vous de savoir. Peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez suffisamment avancé vous-même, trouvé en vous-même des réponses qui vous auront apaisé, et donc plus besoin des siennes. Puisqu'après tout, les réponses de l'autre, on ne sait jamais. Les siennes, on en est déjà un petit peu plus sûr. Donc, c'est ce que il faut à ce moment-là je veux dire, on sent que vous avez la tête sur les épaules, que vous êtes quelqu'un de bien structuré, de sensé. Donc, tout d'un coup, c'est pas comme si là, tout ce que vous avez vécu, non, vous êtes raconté un film et une histoire. C'est pas vrai. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, partagé,
vous avec cet homme, vos enfants avec leur père. C'est pas du fantasme, ça. Vous l'avez vécu, vous l'avez vraiment ressenti. Donc ça, c'est vous pouvez vous fier à ça, à ce qui vous sentez de juste, de vrai là-dedans. Après, effectivement, c'est une hypothèse et je peux me tromper. Je ne veux pas, surtout, il peut y avoir d'autres choses. Votre mari peut avoir un fonctionnement où il était pleinement avec vous dans ces moments-là. Mais avec un fonctionnement tel, ce qui s'appelle le clivage, ce qui veut dire littéralement couper en deux, où il pouvait effectivement cloisonner, c'est-à-dire avoir un autre moment, il était aussi, quand il était avec cette femme, pleinement avec elle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas pleinement avec vous. C'est difficile à comprendre quand on n'a pas ce fonctionnement, hein. Je vous l'accorde. Hein. Mais, bon, ça peut se faire, tout ça pour vous dire, attention de ne pas non plus tout, allez, je vais le dire familièrement, jeter le bébé avec l'eau du bain. Quelqu'un me dit, une auditrice me dit, c'est Michel, mariée en 76, j'ai découvert en 91 que mon mari menait une double vie depuis toujours. Et c'est vrai que c'est terrible de revoir le film à l'aune de cette trahison. Michel dit qu'il s'en est suivi une dépression et que un psy est indispensable pour se recentrer, se construire. Dans tout ça, j'ai la chance d'avoir un travail que j'aime et je me suis complètement, mis complètement dans mon travail parce que du coup, moi maintenant, je me retrouve seule, je suis toute seule dans cette maison là. Et mon fils aussi, du coup. Alors donnez-vous du temps et puis voyez, je reçois un message qui dit vos enfants ne sont plus tout à fait des enfants. Ce sont des adultes, de jeunes adultes, des adultes. Donc c'est important aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que cette personne dit il faut que vous appreniez à vivre pour vous et vos enfants ont aussi peut-être leur chemin à faire, ils ont leur propre relation avec vous, avec leur père, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi, on sent cette image très forte idéalisée de famille que vous pourrez interroger, questionner en thérapie. Je peux difficilement aller au-delà aujourd'hui parce qu'effectivement c'est vous, avec les questions que vous vous posez, ou avoir un lieu pour parler de tout ça. Parce que c'est vraiment très bouleversant, je comprends. Merci, bon courage à vous, Brigitte. Merci au revoir. Beaucoup. Au revoir. Caroline Dublanche. Bonsoir Tina. Bonsoir Caroline. Alors on a 2 minutes, le temps un peu peut-être de vous présenter avant le journal et puis bien sûr on continuera à se parler après. Voilà. Et puis je dis merci quand même parce que ça fait déjà 2-3 fois que je vous parle. Et puis vous donnez tellement des bons conseils. Je crois que quand on est sous l'émotion, on oublie de remercier. Alors vous préférez me le dire à l'avance, c'est mignon. Ah oui. Encore vous oublieriez après. Écoutez, finalement, si vous me rappelez, c'est que finalement vous étiez plutôt contente les dernières fois. Alors je vais essayer que ça continue. On va voir. En fait, vous savez, pour mon compagnon, vous m'avez dit, vous allez voir que vous allez le laisser. Sauf que c'est lui qui me laisse. Alors, vous voyez, mais je le dis, je suis pas voyante, moi. Je vois pas les choses. Vous voyez, je lis pas dans ma boule de cristal. Ça, je l'avais pas prévu. Puis s'il prend d'une façon, alors là, franchement. Vous êtes dégoûté par la façon dont il vous quitte. Je sais pas si vous avez écouté sur le répondeur. Enfin, je sais pas. Ah non, j'ai pas fait le répondeur aujourd'hui. Alors, c'est Paul et Jeanne qui ont dû vous avoir en ligne, donc je n'ai pas eu votre message. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Vous étiez avec lui depuis longtemps? Alors donc, moi je l'ai rencontré, ça fait 3 ans, j'étais mariée 40 ans, puis je suis veuve. Oui. Puis donc, dans ces 3 ans, je vous avais déjà appris, par moment, je pouvais même pas y aller quand sa femme de ménage était là, il voulait me faire tondre la pelouse, je raccommode, encore dernièrement, parce que moi je fais de la couture en plus, puis je suis en retraite, j'aime bien. Vous lui raccommodez pas ses chaussettes quand même? Oui, il n'y aura pas... Vous lui raccommodez ses chaussettes? J'ai déjà fait, oui. Oh, on raccommode plus les chaussettes maintenant. Ma grand-mère le faisait, elle adorait ça. Donc on lui donnait toutes nos paires de chaussettes trouées. Allez, on va marquer une petite pause. Tina, c'est l'heure du journal. Ne raccrochez pas, on se reparle dans quelques minutes. À tout de suite. Il est minuit sur Europe 1. Le journal présenté par Loïc Laurie. Bonsoir Loïc.
Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte au 39 21. Vous pouvez continuer à appeler, bien sûr, pour me parler de vous et réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne. Et vous êtes nombreux à le faire par mail, europe1.fr, ainsi que par SMS au 7 39 21. Un petit message à l'attention de Juliette. Paul est désolé, Juliette, mais il a mal noté votre numéro de téléphone. Vous vouliez parler d'un problème de séparation avec vos enfants, ça se passe pas bien avec le père, problème de droit de garde. Donc si vous êtes encore à l'écoute, n'hésitez pas à rappeler le 39 21 pour redonner votre véritable numéro, parce qu'on aurait bien aimé parler avec vous. Vous pouvez aussi le faire par SMS, 7 39 21, et vous nous indiquez votre téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Merci beaucoup. Allez, on va retrouver Tina. Oui. Alors Tina, vous étiez avec un homme depuis 3 ans. Oui. Et puis il vous a quitté là son ménagement. Voilà. Il a décidé de rompre après évidemment, après une belle intimité le samedi. Il me dit oh non, demain dimanche donc tu viens pas. Oh non, je suis fatiguée, je veux pas te voir. Demain je me repose. Ah bon, j'ai respecté. Je me suis dit Oui. Vu son âge. Il est âgé ce monsieur? Pardon. Il est âgé ce monsieur? Il a 77 ans. Oui, d'accord. Oui, vous avez mis ça sur un problème de fatigue. Oui, mais mon mari aurait 73. Je veux dire. Mais je me souviens, oui, je me souviens de vous, pas des âges, mais oui. Voilà. Donc, ça fait 3 ans quand même. Et puis, donc, voilà. Je suis encore sur le coup. Alors, donc... Qui vous avait dit, tu ne viens pas demain, le dimanche? Oui. Alors, donc, il me dit, je ne vais pas te voir. Demain, je me repose, je promène mon chien, je me repose. Bon, j'ai respecté, puis j'avais glissé comme ça. Peut-être que je passerai te voir dans la soirée. Parce que j'étais toute seule le dimanche, parce que ça fait 6 mois. Un week-end sur 2, j'amène le petit-fils à son papa. Oui. Chez mamie, alors, voilà. Puis je m'occupe de lui. Et puis, c'est comme ça. Allô? Je vous écoute oui, toujours, Tina. J'essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé finalement. Donc, vous passez le samedi chez lui, tout se passe bien. Il vous dit ne passe pas demain. Et finalement, comment alors? Puisque vous avez dit qu'il vous avait quitté, vous trouvez sans ménagement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc le dimanche, je dis je vais quand même passer, parce que j'avais dit que je passerais. Je passe. Puis, je sonne, personne. J'entends le chien dire, oh le pauvre, oh tous les coups il est où? J'ai même eu peur, je dis quand même, mais j'espère qu'il n'est pas malade. J'ai eu peur même. Et puis le chien l'aboyait, je dis oh là là. Oh, quand même, ça m'a fait bizarre. Je dis je vais aller voir, tiens, là-bas où c'est que ça danse, comme c'est pas loin de chez lui, puis ça fait pas longtemps que c'est ouvert. Puis moi je ne savais pas, c'était ouvert depuis le mois de septembre. Mais de quoi? Une boîte de nuit? Un dancing, quoi? Voilà, une espèce de dancing pour des petits dansants. D'accord. Ouais. Alors donc je prends ma voiture, parce que j'étais déjà en voiture. Je roule, je m'arrête, puis je demande à l'entrée. Je peux regarder. Ah là là, il était là. Oui. Ça m'a fait bizarre. Il était en train de danser, donc il était bien... Non, pas danser, il était à table. Il était à table. Et vous avez rien dit? Ah non, non, parce qu'il était censé être fatigué. Oui, mais alors là, quand vous êtes rentré, vous l'avez vu, il vous a dit... il m'a pas vu tout de suite, puis moi je regarde à 2 fois, je dis mais c'est lui ou c'est pas lui? Plus je m'approche de la lumière, c'était lui. J'ai fait signe comme de rien pour me mettre à côté de lui. J'ai dit non. J'ai dit non. Non, j'ai dit non. Puis après il est parti, mais à la table il y avait du monde. Après il est parti. Non, moi, je me suis fait du souci pour lui, puis je le trouve là. Je vous assure, je me suis fait vraiment du souci. Mais oui, j'entends bien, ma pauvre, que vous étiez inquiète, oui. Vous demandiez s'il n'était pas bien, et puis finalement, tout allait bien pour lui, et c'était un peu la déconvenue pour vous. Oui, parce que... Et alors vous savez, comme vous avez mis sur j'ai parlé à mon mari la veille, et puis le lendemain, il était mort. Tout des trucs, quoi. Puis, oui, ça vous a réveillé vos angoisses, vous vous êtes inquiété inutilement, finalement. Ah oui.
Ah, surtout que... Et alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Alors donc, on est rentré, bon, je suis encore été chez lui, à la fin il voulait m'embrasser, il fallait que je sois gentille, et puis après il me disait, c'était de l'autodéfense, je l'ai vu. Après il me disait, ah tu me fais peur, j'ai bu un chat noir, tu me fais peur. Je comprends pas du tout, Tina, ce que vous me racontez là, cette histoire de chat noir, il a peur. Il avait bu ou quoi? Il avait bu, il avait un petit peu bu, je pense, non? Ah non. Pour vous raconter des choses comme ça. Et puis après de l'eau. D'accord. Mais bon, là, le samedi, j'ai bien senti qu'il sentait l'alcool. Hein. D'accord. Bon, parce que là, c'est un peu décousu. J'ai un peu de mal à suivre. Et finalement, donc, vous rentrez ensemble. Simplement que je suis dans l'émotion puis que ça m'énerve. Déjà le dimanche dernier, j'ai pas amené le petit-fils. Oh, je m'inquiétais, je dis bon sang. Je téléphone pour lui dire comme quoi je vais passer. Ça répondait pas. Je dis bon sang. Oui, mais Tina. Quelquefois, il a un casque sur la tête. Tina, écoutez, je me perds un peu dans les détails. J'ai bien compris que vous étiez folle d'inquiétude. Vous êtes beaucoup inquiétée. Vous demandiez s'il n'avait pas un problème, puisqu'il était censé être chez lui, se reposer. Le téléphone ne répondait pas. Et puis finalement, vous le trouvez dans ce nouveau dancing qui était à côté de chez lui. Donc, vous rentrez avec lui. Et là, finalement, vous m'appelez ce soir parce que vous dites, cet homme vous a quitté sans ménagement. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ça que j'aimerais comprendre. C'est moi qui m'a dit non, je veux plus de toi. Il vous l'a dit comme ça, en rentrant comme ça, de cette façon-là. Oui, le samedi, et puis ce soir, j'ai voulu essayer. Elle me dit non, tu m'appelles plus, je veux plus de toi. Oui, c'est brutal. Parce que à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois, je me prends la tête, quelquefois avec lui, parce que, vous savez, je vous ai dit que c'était un séducteur. Oui. Voilà. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'il me ment. Mais Tina, moi je me souviens de vous, et je me souviens que cet homme ne se comportait pas très bien toujours avec vous. Parce que, vous le dites vous-même, il vous faisait faire un peu les travaux domestiques chez lui, jusqu'à passer la tondeuse dans le jardin, jusqu'à faire des travaux de couture. Oui, mais c'était souvent ça, et faire le ménage, et faire ci, et faire ça. Donc, voyez, vous preniez un peu tous les rôles, et je trouvais qu'à un moment, vous en êtes consciente d'ailleurs vous-même. Il se servait un peu de vous. Parce que j'avais mal au cœur. Ben, je sais bien. Mais vous, on sent que vous êtes pleine de gentillesse, pleine d'attention pour lui. Vous êtes follement inquiétée ce jour-là où il vous disait non, on se voit pas dimanche, je suis fatiguée. Et puis vous voyez, lui, il a vraiment pas autant d'attention pour vous. Donc finalement, je comprends que ça vous fasse mal au cœur, mais je me dis que cet homme, il est pas si gentil que ça avec vous. Non. Il dit qu'il est gentil. Oui, ben lui, il le dit, il peut toujours le dire, lui. N'empêche qu'il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qu'il fait. Or, dans les actes, il n'est pas sympa avec vous. Et puis, il me dit aussi que c'est normal. Je dis, mais tu peux pas quitter une personne. Tu as de l'intimité. T'as de l'intimité. Oui, votre question, je vois, votre question, c'est que finalement, vous avez eu un moment d'intimité le samedi avec lui et vous ne comprenez pas que le dimanche, il vous quitte et de cette façon-là, sans ménagement. Mais parce que finalement, je trouve qu'il a toujours été assez personnel. Moi, je le ressentais comme ça. Égoïste. Oui. Et que vous qui êtes très généreuse, très à l'écoute, voulant faire en sorte qu'il soit bien, vraiment vous occupant de lui, il n'y avait pas du tout de réciprocité. Donc, quelquefois, il me fait des bons petits plats, mais bon. Ça, je suis capable d'aller... Vous pouvez les faire vous-même. Au restaurant, je sais, oui. Voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi, il trouvait que c'était normal, que ça se passait dans les couples. Il disait que oui, mais il justifie, Tina, à un moment, à un moment, il y a ce qu'il dit, et puis il y a vous aussi, peut-être vous n'avez plus envie d'entendre. Il n'a pas toujours raison, cet homme. Non. Puis en plus, il essaie de me rendre coupable. Bon, alors écoutez, c'est mieux même si c'est vrai je trouve que finalement, vous allez voir avec le temps,
c'est mieux pour vous, parce que vous, on sent que vous avez beaucoup d'affection, beaucoup d'amour à donner, et là, lui, c'est un peu, Frésia envoie un petit message en disant, écoutez, laissez-le où il est, et c'est un peu un profiteur. Oui, c'est dur. Vous avez le cœur sur la main. Oui, mais vous avez le cœur sur la main. Vous avez été très malheureuse quand vous vous êtes retrouvée veuve. Oui. Il y a eu ce monsieur, et vous vous occupez avec beaucoup de gentillesse de cet homme. Mais c'est pas réciproque. Donc à un moment, il faut arrêter parce que. J'ai compris. Oui. Et vous trouverez certainement, justement, après tout, rien ne vous empêche vous aussi d'aller dans ce dancing. Oui. Voyez, puisque vous aimez, si vous sortez un peu, et puis vous savez, des hommes qui sont seuls de cette génération, qui s'ennuient, qui ont besoin d'amour et qui en ont à donner, vous allez en trouver. Forcément. Mais là, au moins, où vous ne tiendrez plus tous les rôles, quoi. Parce que pour lui, c'est un peu facile, hein. C'est un peu le pacha et le coq en pâte. Donc, dites-vous après tout que je comprends que ça c'est pas agréable, mais par moment il se comportait un peu comme un malotru avec vous. Oh, je sais parce qu'il y a un monsieur qui le disait. Qui vous le disait aussi. Donc finalement la façon, et méfiez-vous parce que vous savez il a l'air d'être comme ça un peu, je vous dis, très égoïste, et il agit un peu sur des coups de sang, il peut très bien vous rappeler, hein, à mon avis. Oui, non. Donc à vous de voir après, de plus vous laisser faire, parce que je trouve qu'il abuse de votre gentillesse en tout cas. Donc ne vous laissez plus faire, et vous trouverez certainement quelqu'un qui vous aimera, en tout cas mieux que ne le faisait cet homme. Ouais. Bon courage, Tina. Merci. Au revoir et bonne fête à vous. Merci. Au revoir, Tina. Au revoir. Bonsoir Juliette. Oui, bonsoir. Vous avez entendu le petit message alors que je vous adressais. Merci d'avoir appelé, hein, parce que il arrive parfois, vous savez, vous êtes nombreux à appeler, et puis à un numéro près, on peut ne pas avoir le bon numéro. Ah non, mais pas de souci, j'étais contente que vous me rappeliez. Alors vous avez un petit souci, comme je le disais, vous êtes séparés depuis peu, c'est depuis combien de temps exactement ? Alors nous sommes séparés depuis 1 an, nous avons cohabité difficilement, et ça fait 2 mois que je suis partie avec les enfants dans un appartement. D'accord, donc vous avez cohabité pendant 1 an, et ça fait simplement 2 mois que vous êtes, vous faites appartement à part, quoi. Vous êtes séparés physiquement. Voilà. J'ai attendu en fait que la garde des enfants soit prononcée. Et ça a été prononcé fin octobre, donc sachant que je demandais la garde, avec un droit de visite qui a été accordé très restrictif, sachant le dimanche matin. Parlez bien dans votre combiné, Juliette, je vous sens un peu loin, je sais pas, j'ai un... Ah, oui, si vous plaît. Allez-y, voilà. Bon, vos enfants ont quel âge, d'ailleurs ? Alors, mon fils a 7 ans et ma fille a 3 ans. D'accord. Donc, situation très difficile parce que même s'ils ont assisté quand même à beaucoup de scènes ces 3 dernières années, on va dire, quand même assez violentes et qui peuvent être très choquantes. Qu'est-ce que vous entendez par des scènes violentes ? Il y avait de la violence physique, violence verbale ? Très verbale, un peu physique. Depuis la naissance de votre fille, alors, puisque vous me dites qu'elle a 3 ans. Voilà, c'est ça. Mais je pense, la naissance peut-être effectivement déclencheur, comme il s'est appliqué à donner cette excuse, mais je pense qu'il fait partie des personnes qui ont un cycle, qu'il n'a pas voulu rompre à l'arrivée à la quarantaine, on va dire. Au bout d'un moment, il y a des chemins dans la vie. C'est pas parce qu'on a l'histoire qu'on a que on choisit de s'enfoncer plutôt que d'aller vers le haut. Voilà. Et lui, il a décidé de boire de plus en plus. De boire. Voilà. Je vous entends pas bien, Juliette. Essayez de bien parler dans le combiné. Il y a des mots, vous voyez, parce que il y a des mots qui m'échappent un peu. Hein, pardonnez-moi. Lui s'est mis dans l'alcool. Oui, alors il y était, on va dire, épisodiquement. C'est
peut-être un peu plus dans les périodes de stress au boulot. Voilà, bon. Et toujours en trouvant des excuses. C'est quelqu'un à excuses. Parallèlement à ça, si vous voulez, ça a toujours été quelqu'un qui s'est appliqué à être un bon papa, avec l'aîné en tout cas, avec son fils, puisque ma fille est arrivée quand même dans une situation de couple qui était quand même déjà très compliquée, et surtout de son histoire personnelle qui était déjà très compliquée. Et qu'est-ce qui est difficile en ce moment? Outre, tout est difficile évidemment, une séparation. Mais j'avais cru comprendre, Paul me disait que vous n'êtes pas d'accord déjà sur le mode de garde. Vous voulez la garde et le père voulait une garde alternée. Disons que j'ai tellement vu en 3 ans une déchéance telle et une agressivité et un laisser-aller et quelqu'un de complètement instable et déraisonnable que oui, j'ai demandé à avoir la garde de mes enfants. D'accord. Il a tout fait pour que je parte de la maison. Ça vous inquiète en tout cas ça vous inquiète pour vos enfants qu'ils se retrouvent avec leur père? Une situation où peut-être lui prenait un studio le temps qu'on garde la maison et que voilà, que les enfants grandissent et que on trouve une solution parce qu'on vient d'acheter une maison évidemment, etc. Non, il a tout fait pour que je m'en aille, pour récupérer la maison. En pensant qu'en plus ça ferait pencher dans la balance pour la garde des enfants, il me dénigre auprès d'eux. C'est surtout ça aussi, c'est que il a eu une attitude du jour où j'ai dit que je le quittais, parce que quand même j'ai attendu 3 ans que bon, il m'en a fait de toutes les couleurs, donc au bout d'un moment on choisit de vivre autrement et de vivre bien, voilà. Surtout quand des enfants sont au milieu et que l'ambiance est vraiment mauvaise et malsaine. De toute façon, c'est toujours préjudiciable quand un parent se met à dénigrer l'autre parent. Parce que si vous voulez, en agissant ainsi, il détruit la confiance que l'enfant a en ses 2 parents. D'accord. En même temps... si vous voulez, mon problème aujourd'hui, c'est que mes enfants, surtout l'aîné qui a 7 ans, a vu quand même beaucoup de choses. Et malgré tout, évidemment, et tant mieux, il reste attaché à son père. Tant mieux, oui. Mais malgré tout, si vous voulez, j'ai énormément de mal à me dire, est-ce que je continue à me battre parce que moi, je m'étais dit, au moins jusqu'aux 6 ans de ma fille, après, on pourra penser à l'alternance, si vous voulez. Mais avant, elle est quand même très petite. Vous verrez, de toute façon, pour le moment, il va y avoir, j'imagine, une enquête. Le juge aux affaires familiales va s'appuyer sur, vous allez avoir des entretiens. Vous n'êtes pas d'accord, déjà, sur le mode de garde. Donc, c'est vrai qu'une garde alternée, il faut déjà que les parents aient trouvé un terrain d'entente, au moins en ce qui concerne l'éducation des enfants, le quotidien, parce que et qu'il n'y ait pas eu auparavant justement trop de conflits, trop de choses négatives. Or, vous me dites que depuis 3 ans, il y a eu des scènes de violence, beaucoup d'agressivité, donc un climat qui n'est pas très favorable pour qu'il y ait un dialogue, à moins, après, ce que peut vous proposer le juge, qu'il y ait une médiation, finalement, pour... Bien sûr, moi, si vous voulez, j'ai essayé à l'amiable pendant des mois, et puis voyant que c'était un mur et que c'était de toute façon crescendo dans le... aucune limite, c'est-à-dire plus de limite, pas d'éducation, une guerre, vraiment quelque chose de violent, Vous me dites que l'enquête a commencé en ce moment, c'est-à-dire que vous avez vu, vous avez eu des entretiens déjà, vous pouvez en parler de cette séparation. Oui. Bon. Oui. Bon, j'ai peut-être été pas très bonne parce que j'ai parlé avec mes tripes et c'est vrai que... Mais vous ne passez pas un entretien de recrutement?
Il s'agit pas d'être bonne, vous voyez, c'est vous. Bien sûr que vous parlez il y a de l'émotion, parce que vous parlez de vous vous livrez. Vous avez peur, vous êtes angoissé, vous êtes aussi un peu déprimé par rapport à tout ce qui se passe. On l'entend, c'est douloureux, une séparation. Donc voilà, vous n'êtes pas là pour vous vendre et donner la meilleure image de vous, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les personnes qui viennent vous rencontrer essayent de faire le point et d'agir le mieux possible dans l'intérêt des enfants. Il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur sur les parents. Vous êtes dans une période aussi de désarroi. Vous voyez, c'est pas en termes de jugement de valeur. La dame a l'air très très bien et ça s'est très très bien passé, mais comme elle me dit, elle a questionné mon fils seul, évidemment. Alors moi, si vous voulez, dans la séparation, j'ai pas beaucoup de discours. Je leur ai dit les choses, mais pas trop à l'avance, un petit peu au fur et à mesure. Je voulais pas les polluer avec déjà tout ce qu'ils avaient pris dans la figure et puis je savais pas trop comment dire les choses tant que on n'avait pas déménagé et bon voilà. Maintenant de l'autre côté, j'ai un papa qui leur communique énormément, qui leur dit qu'il est triste, qu'il leur manque, etc. Et donc, si vous voulez, ça, l'assistante sociale l'a très bien perçu. Et vous savez très bien qu'un enfant est une éponge. Moi, je ne veux pas rompre le lien. Il l'appelle quand non, mais j'ai bien compris. Mais vous savez, déjà, je vais vous dire, Juliette, à partir du moment où il y a un désaccord au niveau des parents en ce qui concerne la garde alternée, on sait que c'est pas la meilleure des conditions pour que ça se passe bien. Donc, chacun, il a le droit de demander, vous avez le droit de dire le contraire, et de toute façon, au final, c'est le juge qui va trancher. Oui, mais moi, mais vous pouvez. Mais c'est quoi votre question ? L'enfant dans tout ça, parce que je me dis quand ma fille voit son père et que je les croise dans la rue parce qu'on habite à côté, etc., et qu'il les a le week-end. Elle me regarde l'œil en coin, un peu craintive, et ça fait quand même très mal. Si vous voulez, il m'a mis dans une position où il m'a forcé à partir de chez moi, où, vous voyez, et au jour d'aujourd'hui, mes enfants subissent, sans s'en rendre compte quelque part, ce chantage affectif, vous voyez. Non mais Juliette. Et la question c'est, est-ce que je continue à me battre pour les garder, en tout cas, voilà, jusqu'aux 6 ans. Juliette, il faut que vous vous occupiez un petit peu de vous, là, parce qu'on sent que vous, tout ça vous rend très malheureuse et vous m'avez l'air très fatiguée, très épuisée dans tout ce contexte. Donc, non, il faut peut-être arrêter de se battre, justement, et trouver un lieu pour parler, voyez, vos enfants vous ont trop vu vous battre. Alors, on va sortir, il faut sortir, justement, de cette guerre-là, qui vous a épuisés tous. Alors, évidemment... mais la guerre, si vous voulez, on l'a fait à deux. Moi, j'ai oui, mais attendez. Bon, Juliette, pendant 3 ans, vous me dites, maintenant vous êtes dans la culpabilité de faire vivre ça à vos enfants, y compris cette séparation. N'empêche que votre petite fille, elle, si je comprends, depuis qu'elle est née, elle a perçu ce couple, votre couple, où c'était beaucoup de disputes, beaucoup de bagarres. Pour elle, il est effectivement certainement préférable que l'un et l'autre vous soyez séparés, que vous vous apaisiez et que de cette façon-là, vous puissiez continuer à avoir un lien avec vos enfants, mais sans vous déchirer. C'est certainement préférable puisque vous vous culpabilisez par rapport à votre petite fille. Mais la seule façon de faire ça, c'est d'accepter l'alternance. Non, pas forcément. Il y a pas, si vous voulez, c'est pas le mode de garde royale, la garde alternée. C'est pas vrai. Chaque situation est différente. Donc c'est pas forcément. Il y a pas de situation idéale de toute façon. Hein. On fait toujours des compromis. Mais après, on évalue effectivement si vous me dites que votre compagnon, qui a été un compagnon difficile, angoissant pour vous, malgré tout a pu être un bon père. Vous pouvez faire la part des choses pour votre fils. Donc peut-être qu'effectivement, lorsque vous ne serez plus dans un contexte où vous faites du mal mutuellement, vous pourrez, et lui aussi,
se recentrer sur le lien qu'il a avec les enfants dans un climat plus apaisé. Et les enfants, si vous voulez, ils ont surtout le besoin de savoir que il y a un lien qui continue et qu'effectivement, vous pouvez même le dire à votre petite fille, puisqu'elle a toujours connu ce climat-là, que vous vous disputiez beaucoup, que ça vous rendait malheureux et qu'il est préférable maintenant qu'effectivement, au fond, vous ne vous aimez plus, vous vous êtes séparés, mais que vous allez continuer, bien sûr, à vous occuper d'eux et à veiller sur eux. C'est ce qu'elle a besoin de savoir, elle. Maintenant, si... je vous le disais, si votre compagnon vous dénigre beaucoup, prend trop vos enfants comme confidents, à ce moment-là, il est important de faire remonter cela à l'assistante sociale, aux enquêteurs sociaux, parce que on peut proposer, si vous voulez, un tiers. Ça serait même important pour expliquer à ce moment-là à votre compagnon qu'il fait du mal aussi à vos enfants. En faisant ça, si vous voulez. Et donc ça, c'est important de le dire. Un tiers, ça peut être une médiation. Une médiation, à ce moment-là, un tiers qui ferait le médiateur entre vous et votre compagnon pour trouver un modus vivendi par rapport à l'éducation. C'est peut-être très prétentieux ce que je vais dire. C'est pas... Moi, j'aurais du mal, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je l'ai tellement vu dans des discours complètement déraisonnables. Il est encore venu me voir tout à l'heure parce qu'il y avait une remise de médaille au sport pour mon fils. Enfin, bon, bref, donc il y était. Il n'a pas arrêté de m'insulter en me disant que je m'occupais pas de ma fille, qu'elle n'avait pas d'hygiène, que je lui coupais pas les ongles, qu'elle avait des irritations au coin de la bouche. Enfin, des choses d'enfant, des choses... Et il n'arrête pas. Juliette. Il s'acharne en permanence. On voit à quel point ça vous atteint encore. Vous êtes insécurisé parce que vous êtes en attente de cette décision et de ce jugement. Finalement, vos enfants deviennent des enjeux pour continuer à vous faire la guerre. C'est-à-dire que vous ne vivez plus sous le même toit, mais via les enfants, ils vous attaquent en vous disant en gros que vous ne savez pas vous y prendre. Mais je pense qu'il faut qu'il aille voir quelqu'un. Je pense qu'il faut qu'il se soigne. Oui, mais peut-être. Mais ça, écoutez, vous comprenez bien. Si vous lui dites, il va pas vous entendre vous. Oh ben non, il va pas vous entendre vous. Hein. Bon. Alors, en revanche, moi, si vous voulez, je ne peux pas rentrer dans le... Et les personnes ne vont pas rentrer dans le il a besoin peut-être d'aller voir quelqu'un. C'est pas ça. Elles vont essayer de statuer pour le juge se rassemble le maximum d'informations pour pouvoir statuer. Ça peut évoluer aussi. Rien n'est jamais figé dans un droit de garde. Et vous donnez le maximum d'informations. Après, effectivement, ce qu'on peut proposer pour que la guerre ne se continue pas à travers les enfants, puisque ça, c'est leur faire du mal, de proposer une médiation où, dès que justement ça tourne à l'attaque personnelle, le tiers, le médiateur, intervient pour revenir toujours sur ce qui concerne les enfants. C'est à ça que sert un tiers. Et permet d'arriver, même dans des situations, je vous assure, extrêmement douloureuses, parce que très conflictuelles, parce qu'il y a eu un climat très très délétère. On arrive, ça prend un peu de temps, mais généralement quand même à trouver au moins un terrain d'entente où les parents, l'un et l'autre, s'ils ne sont pas effectivement, s'il n'y a pas derrière, après s'il y a des problèmes, quand un parent a une pathologie ou souffre qu'il y a des problèmes de mauvais traitement et autres, on va pas trouver une médiation à tout prix. C'est pas ça dont il s'agit. Mais sinon, on peut arriver à trouver finalement un compromis pour que le problème conjugal ne rejaillisse pas sur les enfants. Et c'est ça qui est important. Mais justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça n'est pas que conjugal. Quand vous avez quelqu'un qui psychologiquement est complètement instable en face de vous, qui est parti dans le déraisonnable. Oui, mais Juliette, ça c'est vous. D'accord, mais Juliette, mais le problème c'est que tout est mêlé en ce moment. J'entends bien votre désarroi. C'est-à-dire que tout est mêlé. Vous avez vécu des choses très difficiles avec lui.
Alors vous, je ne sais, moi je ne sais pas si cet homme, quel est son problème. J'entends qu'effectivement votre couple, la relation vous a fait énormément souffrir et qu'aujourd'hui vous êtes très fragile et que peut-être vous aussi, vous auriez besoin là un peu de pouvoir être soutenu et accompagné, parce que tout le monde paie un lourd tribut dans les séparations et vos enfants ils sentent aussi peut-être que vous êtes pas bien en ce moment. Donc il y a leur père, mais il y a aussi vous, et peut-être faites-vous aider à les parler un petit peu, parce que c'est lourd aussi. Moi, si vous voulez, je suis très mal de je voir l'entends. ce chantage affectif contre lequel je me sens complètement impuissante, puisque c'est moi qui suis partie. Mais qu'est-ce que vous appelez par chantage ? Le chantage, il est à quel niveau, Juliette ? De leur père. Non, mais comment s'exerce-t-il ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il leur dit qu'il est triste, qu'il pleure beaucoup quand je suis pas là, il m'a insulté devant eux. Donc ça, il faut. D'accord. Donc ça, il faut vraiment le faire remonter. Il faut le faire remonter, c'est-à-dire que il prend à témoin les enfants, que vous êtes une mauvaise mère, que vous le faites. Mais en même temps, les enfants, ils sont très attachés. C'est ce que mon fils a dit à l'assistante sociale. Il a dit, et il me l'a dit à moi aussi. Il m'a dit, c'est normal. Maman, moi, j'aimerais bien une semaine chacun. Et je lui ai dit, ah bon, Camille, c'est vrai? Et il me dit oui, parce que papa, il est triste, il pleure tous les jours. Oui, mais alors justement, on l'entendra aussi, votre fils. Mais attendez, Juliette, il faut que vous vous apaisiez là, parce que là, c'est pas le moment de flancher, vous. Voyez, non, je me sens assez forte quand même, mais j'arrive pas à trouver ça va s'atténuer avec le temps. Ça va s'atténuer. Les choses vont aussi un peu se décanter, rentrer dans l'ordre et voyez, tout le monde va un peu s'apaiser. Et là, ça fait 2 mois que vous êtes séparés. Ouais, c'est très récent. J'ai peur que mes enfants m'en veuillent, qu'ils aient cette perception que je leur ai enlevé leur père. Mais d'abord, ils vont continuer à le voir, leur père. Et puis, c'est pas vous qui allez décider. Vous pourrez dire, c'est le juge qui a décidé. Heureusement, c'est bien que ce soit eux qui statuent. Voyez? Oui, ça évite de dire, c'est bon. Mère... Cela dit, vous pouvez aussi leur dire que vous ne voulez pas, vous ne tombez pas dans le même registre que leur père. Vous pouvez le dire à votre petit garçon. Je comprends que tu aimes et tu as le droit d'aimer ton père, même si moi je ne l'aime plus. Que l'enfant ne se sente pas coupable parce qu'il vous voit vous malheureuse, lui de continuer à aimer son père. Donc ce faisant, vous ne rentrez pas dans le même registre que le père qui lui dit « Je suis très malheureux, votre mère m'a quitté, vous voyez, elle est pas gentille avec moi », donc qui cherche à influer sur leur comportement. Et ça, c'est néfaste. Donc vous, déjà, ce qui est structurant pour un enfant, c'est vous ne rentrez pas dans le même registre et c'est rassurant quand on dit de dire « Tu as le droit d'aimer ton père, bien sûr, moi je ne l'aime plus ». Mais toi, tu as le droit de l'aimer. Et après tout, vous pouvez aussi, il y a une psychanalyste pour enfants qui s'appelle Etty Buzyn qui dit que finalement, elle conseille à des enfants parfois de carrément fermer les écoutilles quand l'un des parents dit des horreurs sur l'autre. C'est une façon de se défendre contre la violence qui vous dévalorise. Voyez, vous pouvez dire après tout, si parfois tu entends des choses qui te font pas plaisir, t'as le droit de te boucher les oreilles, parce que vous pouvez lui dire, tu sais ça, c'est comme on n'est plus amoureux, du coup ça crée une dispute, on se dispute et ton père il continue finalement il est en colère, donc il dit du mal de moi, mais t'as le droit de pas vouloir l'entendre dire du mal de moi, c'est tout. Bon, vos enfants, ils vont s'y retrouver, mais si vous ne rentrez pas dans le même registre que leur père, et où justement vous ne tombez pas dans le registre aussi de le dénigrer, ce qui ne veut pas dire tout accepter de lui, mais d'essayer un peu de clarifier les choses. Non, mais c'est vrai quand votre fils de 7 ans vous exprime qu'effectivement il aimerait bien une semaine sur 2. Oui, mais après tout, il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. Vous pouvez dire, écoute mon chéri, je comprends, parce que c'est difficile pour toi cette séparation, et il pourrait même vous dire, moi j'aimerais bien que vous reveniez ensemble. C'est possible aussi. Donc c'est bien, tant mieux. Après tout, son père a déjà emménagé Juliette, avec quelqu'un dans tant mieux qu'il s'autorise à le dire. Ça veut dire que finalement il n'est pas à vous ménager non plus. Il vous dit, moi j'aimerais bien une semaine, comme le dit papa, venir une semaine sur 2 et dire, je comprends, et tu as le droit de vouloir ça.
Mais comme on n'est pas d'accord, ton père et moi, c'est le juge qui va décider. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on voit des gens, on voit une assistante sociale pour essayer de trouver la meilleure solution pour vous. Voilà. Donc il n'est pas arbitre et vous non plus. Voyez, vous vous laissez. Mais vous pouvez lui dire, et c'est bien qu'il exprime son désir après tout. Et ça va dans le sens de dire, dites-lui qu'il a le droit, effectivement, lui vous aime et il aime son père. Donc c'est très bien. Ça veut dire que cet homme qui a été un mauvais compagnon pour vous peut être un bon père. Tant mieux dans l'avenir pour vos enfants. Bien sûr. Voyez ? Maintenant, peut-être que dans ce contexte, avec ce que vous dites, et vous avez, c'est même pas le droit, c'est important de dire, de confier votre désarroi, vos peines, les attaques qu'il vous fait subir, parce que ça figure aussi dans le dossier, le chantage affectif qu'il fait à l'égard des enfants. C'est important de le dire, parce qu'à ce moment-là, comme le dit Isa, le juge peut ordonner une médiation. Et là, si vous voulez, à ce moment-là, il sera obligé de s'y rendre. Et ça vous donnera un moyen pour vous de trouver un peu un compromis. Pour le moment, écoutez, essayez vous aussi de vous apaiser un peu. Je sais que c'est très douloureux dans ces situations-là, mais n'anticipez pas trop là les choses. Oui, c'est vrai, quand l'assistante sociale a commencé l'enquête, je vous avoue que j'ai stressé. Bon, alors laissez-vous un peu. Là, vous avez besoin un peu de. Comme le dit Isabelle aussi, il faut aussi leur faire confiance aux enfants. Et quand ils savent que actuellement, vous continuez à vous disputer parce que c'est difficile de se séparer, mais que vous les aimez, que vous resterez là pour vous occuper d'eux, vous serez là, et puis que effectivement, même si vous êtes en colère contre leur père, même si leur père est en colère contre vous, ils ont le droit de continuer à aimer leur père, c'est important. Déjà, ça le déculpabilise, il peut se dire « Ouf, je trahis pas maman si moi je dis que j'ai envie d'aller chez papa et que j'aime papa. » Oui, mais ça vous paraît peu, mais ça vous paraît, c'est beaucoup pour l'enfant. Il est pas pris dans votre... oui, mais attention à ce que vous voyez dans leurs yeux aussi, voyez, parce qu'il y a aussi, vous, votre propre peine qui peut beaucoup obscurcir les choses. Je vous assure, quand je le vois encore dimanche, ma fille dans les bras de son père dans la rue, je l'ai pas vue depuis 48 heures, et qu'elle me regarde par-dessus l'épaule, l'air craintif, je l'ai pas inventé ni interprété. Vous le dites, vous en parlez, effectivement, vous dites qu'effectivement, elle, depuis sa naissance, elle vit dans ce contexte-là. Voilà, il faut, vous savez, malheureusement... Je lui en parle à elle. Non, vous en parlez, non, vous en parlez à l'enquêtrice sociale. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui. Faites leur confiance aussi à ces personnes qui sont chargées. Vous savez, ils rencontrent beaucoup de situations extrêmement difficiles. Hein. Donc, faites leur confiance. Et dites-vous aussi, quand même, l'expérience montre, heureusement que même dans les situations les plus douloureuses, les plus conflictuelles, en général, le temps permet d'apaiser ces règlements de compte conjugaux qui, effectivement, sont très néfastes pour les enfants. Et du coup, que chacun réalise que malgré ses souffrances, malgré vos souffrances, malgré l'important, le cap à conserver reste pour les enfants. D'accord ? Mais vous savez, moi, ce que je me dis, c'est que la seule façon pour que cette guerre s'arrête, c'est que je lâche prise, et en lâchant prise, c'est d'accepter l'alternance. Sinon, arrêtez de focaliser, Juliette. Écoutez, il va falloir que je conclue, mais il faut que vous arrêtiez de focaliser sur ça. Hein. Parce que là, vous en faites vraiment un enjeu trop. Ça va pas là. Oui, ça va pas parce que d'abord, je vais vous dire une chose. Le droit de garde, il peut toujours être modifié, revisité selon les circonstances. Donc, voyez, il faut arrêter avec ça là, parce que là, ça tourne au rapport de force, comme ce que vous viviez quand vous étiez ensemble. Ça tourne vraiment presque au bras de fer et au rapport de force. Donc, non, mais vraiment. Et c'est pas une bonne chose. Donc, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de situation idéale. On essaie de trouver, dans un cadre donné, la meilleure solution pour les enfants. C'est tout. Mais encore une fois, il peut y avoir une garde alternée. 6 mois après, 1 an plus tard, ça peut être remis en question. Enfin, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et à chaque fois, rien n'est jamais figé.
Donc laissez pour le moment un peu essayez un peu de vous reconstruire, parce que je crois que c'est vraiment ça la priorité, de vous tenir un peu à distance des agressions de votre compagnon, de laisser travailler les personnes qui font en sorte de donner le maximum d'indications en restant le plus neutre possible pour permettre au juge de prendre sa décision. D'accord ? Et vous, occupez-vous de vos enfants, entourez-les, sans leur faire porter trop votre angoisse. Ils ont assez avec eux, leur propre peine aussi. D'accord ? Oui. Bon, alors il y a quelqu'un qui me parle d'une association qui s'appelle l'Enfant d'abord, qui, je ne connais pas cette association, mais qui apparemment le but est d'aider et conseiller les parents dont les enfants vivent difficilement des situations de séparation parentale, instituées au détriment de leur équilibre et de leur avenir affectif et psychologique. Pour le moment, je sais pas si c'est je ne sais pas, moi j'entends pas vos enfants, je ne sais pas si c'est eux qui vivent difficilement la situation, j'entends que pour vous c'est très difficile. Et qu'effectivement, là, il est important, vous, d'être entouré sur le plan familial, sur le plan amical, et de vous donner aussi à vous le temps de reconstruire et effectivement de lâcher un petit peu. D'accord ? Je pense qu'eux le vivent bien. Quand ils le vivent mal, c'est quand on est ensemble, ils nous regardent. Voilà, c'est peut-être effectivement plus difficile. Bon. Allez, essayez quand même de passer des bonnes fêtes et vous de profiter un peu de ce temps pour lâcher un peu. Merci bon courage beaucoup, Juliette, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, faut-il les présenter? Vous les avez reconnus, bien sûr, les Beatles sur Europe 1. Bonsoir Claudie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'appelle par rapport au témoignage de Brigitte tout à l'heure qui était dévastée par rapport à son fils qui avait vu son père embrasser notre femme. Voilà. Oui, et puis les répercussions que ça avait eu, puisque cette femme était déjà présente dans la vie du père 20 ans plus tôt, et là, il avait décidé de partir avec elle. Voilà. Alors moi, je suis dans la position de la femme qui a été rencontrée 20 ans plus tôt. D'accord. Je ne suis pas cette femme-là, hein. Mais voilà. Oui, j'ai bien compris. Non, on n'aurait pas. Non, si vous nous aviez dit que vous étiez, on vous aurait pas passé. Vous voyez, on rentre pas dans du sensationnel et tout dans l'émission. Non, non. 25 ans. Quand j'avais 25 ans, j'ai rencontré un homme qui était marié et on est tombés follement amoureux tous les deux. Voilà. Sa femme est tombée enceinte et donc voilà, il a fondé sa famille. Et moi, je suis partie parce que voilà, j'avais plus ma place là, mais il restait quelque chose de très fort en moi vis-à-vis de cet homme-là. Et on s'est retrouvés il y a une dizaine d'années. C'est moi qui l'ai recherché en tapant sur Google. Internet est formidable. Oui. Et comme c'est quelqu'un qui est journaliste, voilà, donc j'ai retrouvé facilement. Et donc, on se revoit depuis 10 ans. Et à un moment donné, donc, sa femme a été au courant. Et donc, j'ai demandé à la rencontrer. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire à Brigitte, c'est que cet homme, il m'aime, mais il aime sa femme. Et je voulais dire, en fait, il n'y a que de l'amour là-dedans. Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est quoi cette éducation judéo-chrétienne aussi qu'on a ? Je sais pas. Non. La fidélité, je sais pas. Hein, je sais pas d'où ça vient, ça comme ça. Mais je me dis, voilà. Et du coup. Non. Franchement. Excusez-moi Claudie, mais là, moi je partage pas du tout votre point de vue. Le côté, mais quoi, c'est que de l'amour et après tout, c'est encore les vieux restes de la culture judéo-chrétienne. On peut comme ça s'aimer. Dans les faits, je peux vous dire, et dans la clinique, pour entendre beaucoup de personnes qui ont été comme ça, qui ont vécu des situations de ce type, c'est extrêmement douloureux. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre ça, finalement, sans souffrance et sans culpabilité. Il faut avoir une problématique particulière. Effectivement, fonctionner sur le mode du clivage, hein, on coupe en deux. Donc, effectivement, on occulte une partie de la réalité qui gêne. Mais quand on ne fonctionne pas comme ça, je vous assure que c'est très douloureux à vivre.
Franchement, il s'agit pas de sous-estimer. Vous voyez, parce que dire ce que vous dites là comme ça, c'est comme balayer d'un revers de main toute la souffrance que ça peut engendrer, ces situations. Non, parce que moi, j'ai eu une souffrance quand il m'a dit que sa femme était enceinte et donc je suis partie. Vous voyez. Mais voilà. Donc ça, je peux le comprendre. Donc je me suis éloignée, j'ai carrément changé de département, de vie, etc. Mais j'avais 25 ans. Maintenant, j'en ai 50. Et c'est vrai que je me dis, et alors ? Oui, mais vous dites ça. Vous, finalement, vous composez avec ça. Vous, finalement, d'être avec un homme qui vous dit aimer 2 femmes et ça va très bien. Et vous vous retrouvez dans cette histoire. Tout le monde peut ne pas s'y retrouver. Bien sûr, non, mais je comprends, Caroline. Mais je me dis peut-être que cet homme, parce qu'elle lui a donné un ultimatum et il est parti. Mais si elle n'avait pas donné cet ultimatum, je pense qu'il serait resté avec elle parce que je pense que la famille était peut-être aussi très importante pour lui. Et que, oui, je pense qu'ils ont eu des valeurs aussi communes. Oui, je vous rejoins complètement. Et le message que vous vouliez faire passer, c'est qu'au fond, quand vous disiez de façon un peu qui pouvait paraître provocante, c'est que de l'amour, oui, qui pouvait l'aimer, qu'elle ne remette pas en question ça. Je pense, je vous rejoins complètement là-dessus. Merci en tout cas, Claudie, d'avoir été là jusqu'à la fin pour nous le dire. Au revoir. Au revoir, Claudie. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Loïc Loury pour un point sur l'actualité. Bonsoir Loïc.